quand mon mari a ramené sa maîtresse enceinte à la maison pour que je la serve. Aux petits oignons, je n'ai protesté que pour qu'il me gifle et crie « Si tu ne peux pas servir, dégage ». J'ai ricané. Très bien, je ferai exactement comme tu le souhaites. Pouvez-vous le croire? Le soir même de notre 5e anniversaire de mariage, l'homme pour qui j'avais passé toute ma jeunesse à me sacrifier, l'homme à qui j'avais cédé le poste de PDG de notre entreprise, a tranquillement franchi la porte d'entrée, avec une femme très enceinte dans ses bras. Le traître n'a même pas essayé de le cacher. Au lieu de cela, lui et ma belle-mère m'ont forcé à m'incliner et à m'occuper de sa maîtresse. Une gifle aveuglante a atterri sur mon visage lorsque j'ai osé élever la voix. Mais ce coup ne m'a pas fait pleurer. Il a simplement brisé ma façade d'endurance, réveillant une Éliane Dubois de sang-froid, qui a commencé à mettre en place un piège sans faille pour dépouiller le traître d'absolument tout ce qu'il possédait. Il était 20h et la pluie tombait à verse dehors. Sur la table de la salle, à manger, le gâteau d'anniversaire que j'avais préparé avec tant de soin commençait à fondre. Le déclic de la serrure a retenti et la porte en chêne s'est ouverte. Julien est entré, son bras enroulé étroitement autour de la taille d'une jeune femme dans une robe de maternité moulante. Juste derrière eux se trouvait ma belle-mère, transportant des sacs de suppléments biologiques, coûteux, soutenant soigneusement la jeune femme comme si elle était une sainte vivante. Oh mon Dieu! Marchez doucement, ma chérie. Le parquet est glissant, s'est agitée ma belle-mère. Julien, va chercher à Chloé ses chaussons en peluche dans le placard. Ces sols froids ne sont pas bons pour mon futur petit-fils. Je me suis levé, figé, mon cœur ayant l'impression d'être écrasé. J'ai regardé Julien, l'homme qui se penchait tendrement pour chercher des chaussons pour une autre femme dans notre propre maison. Il a levé les yeux, croisant les miens, sans la moindre trace d'embarras ou de remords. Son visage n'était qu'arrogance et impudence. Qu'est-ce que tu fais là à rester planté? Tu ne vois pas que nous avons une invitée? Va tout de suite dans la chambre d'amis, change les draps et mets le surmatelas en peluche. À partir d'aujourd'hui, Chloé restera ici pour sa grossesse. Elle souffre de terribles nausées matinales, alors tu ferais mieux de bien t'occuper d'elle. Apporte-lui correctement ses repas et ses boissons. Je suis restée là, stupéfaite. Il a effrontément ramené sa maîtresse à la maison, le jour de notre anniversaire et a forcé sa femme légitime à la servir. Tu as perdu la tête, Julien? Ai-je demandé. Tu as ramené une autre femme dans notre maison et tu t'attends à ce que je lui serve de bonne? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'il y a de si fou? A sèchement répliqué ma belle-mère. Ton mari est un PDG. Il est tout à fait normal que les hommes qui réussissent aient plusieurs femmes. Tu es marié à lui depuis 5 ans et ton ventre est resté complètement plat. Chloé porte la chair et le sang de Julien. Elle porte mon précieux petit-fils. Tu es la femme légitime. Si tu ne connais pas ta place et que tu ne la sers pas, alors va-t'en. Comment oses-tu rester là, à discuter? Chaque mot de ma belle-mère était comme une lame empoisonnée me transperçant le cœur. Il y a 3 ans, alors que je m'épuisais au travail pour sauver l'entreprise après que Julien ait raté un contrat majeur, j'ai fait une fausse couche et subi de graves lésions utérines. À l'époque, il s'est agenouillé et a juré que m'avoir été tout ce dont il avait besoin. Maintenant que l'entreprise prospérait, il se drapait dans des marques de créateurs et utilisait ma douleur la plus profonde comme excuse pour ramener sa maîtresse à la maison. C'est ma maison, ai-je déclaré fermement. Cette propriété est à nos deux noms. Je n'accepterai absolument pas qu'un tiers y mette les pieds. Si tu veux vivre avec elle, tu déménages. Et quant à ce que je la serve, tu rêves. Une gifle retentissante a frappé mon visage. J'ai trébuché, m'écrasant lourdement contre la table de la salle à manger. L'assiette de steak et le verre de vin en cristal se sont brisés sur le sol. Ma joue brûlait et du sang coulait du coin de ma bouche. Pour la première fois en 7 ans, Julien m'a frappé. Il m'a frappé pour une maîtresse. Tais-toi, a rugi Julien. Ta maison? Dans quel délire vis-tu? Je suis le PDG de l'entreprise. C'est moi qui gagne l'argent pour payer cette maison. Tu n'es qu'une parasite inutile. Te laisser garder le titre de femme du PDG est déjà une faveur énorme. Laisse-moi te dire, tout de suite, si tu ne peux pas la servir, si tu ne peux pas remplir tes devoirs de parasite, alors fais tes valises et fiche le camp de cette maison. Exactement, a ricané ma belle-mère. Elle avait besoin d'une bonne gifle pour se réveiller. Une femme stérile n'a pas le droit d'être jalouse. Chloé, viens t'asseoir sur le canapé avec moi. Attends qu'elle nettoie la chambre avant. Dit-elle. Je me suis lentement redressé, essuyant le sang de ma lèvre. Dans cette fraction de seconde, la douleur a disparu, remplacée uniquement par une aura glaciale qui a gelé toutes mes émotions. Il m'a appelé une parasite. Il s'est frappé la poitrine et a prétendu être le PDG qui gagnait de l'argent. Il avait
commodément oublié qui avait programmé toute la base de données clients pour Dynamic Apex. Il avait oublié que les 3 plus grands partenaires de l'entreprise n'avaient signé leur contrat que par respect pour Eliane Dubois. Il pensait détenir toutes les cartes, mais en réalité, il n'était rien de plus qu'une marionnette sur papier dont je tirais les ficelles. Un sourire froid et sans vie s'est lentement étiré sur mes lèvres. Dégage. Très bien, ai-je répondu calmement. Une invitée de marque porte votre précieux héritier dans ma maison. Comment oserais-je la mettre à la porte? Je ferai exactement comme vous le souhaitez. Heureux que tu connaisses ta place, a ricané Julien. Si tu es intelligente, tu seras debout à 6 heures demain matin pour préparer un bouillon d'os bio pour Chloé. Si tu tentes quoi que ce soit qui nuise à mon enfant, je te tuerai. Je n'ai pas pris la peine de répondre. J'ai tourné le dos et je suis allé directement dans la chambre d'amis, en prenant un nouveau jeu de litérie. De là, salle de séjour derrière moi, les rires joyeux des 3 résonnaient. Ils étaient triomphants, croyant que cette gifle m'avait complètement soumise, que j'étais trop terrifié à l'idée de me retrouver à la rue sans rien. J'ai donc dû ravaler ma fierté et m'incliner. Ils n'avaient aucune idée que le moment exact, où j'ai souri et me suis détourné, un arrêt de mort pour toute la carrière et quoi. La fortune de cette famille avait été officiellement signée par moi. En jetant la literie sur le matelas, j'ai immédiatement sorti mon téléphone et envoyé un SMS à me Perrin, mon meilleur ami et un avocat d'affaires de premier plan. Je lui ai dit d'activer le plan B. J'ai ensuite verrouillé l'accès administratif de Julien à la base de données clients, et j'ai commencé les formalités juridiques pour créer une nouvelle société. Il était temps de remonter le filet. Cette nuit-là, j'ai verrouillé la porte de la chambre principale et j'ai ouvert mon ordinateur portable personnel. J'ai accédé au système financier de l'entreprise, laissant les chiffres défiler sur l'écran. Soudain, mes yeux se sont fixés sur un retrait anormal d'il y a 3 mois. 100 000 € avaient été transférés sous le couvert de nouvelles dépenses de projet. J'ai suivi le numéro de routage, et le résultat m'a fait éclater de rire. Le compte destinataire appartenait à Chloé Martin avec une note en mémo, à compte pour appartement de luxe dans le centre de Paris. Donc, Julien ne se contentait pas de tromper. Il détournait de l'argent de mon entreprise pour acheter un bien immobilier à sa maîtresse. J'ai soigneusement sauvegardé tous les relevés bancaires et je les ai téléchargés sur un serveur cloud hautement sécurisé. Julien, tu veux jouer au grand patron avec une belle femme et un enfant intelligent, n'est-ce pas? Tu veux que je sois ta servante? Profite de cette arrogance tant qu'elle dure. Je promets de jouer le rôle de l'épouse soumise et silencieuse à la perfection pour que vous puissiez tous atteindre le sommet absolu, puis je couperai personnellement la corde et vous laisserai tomber en chute libre directement. Enfer. Ma performance en tant que femme de chambre obéissante a commencé le lendemain. Exactement à 6 heures du matin, je suis sorti de ma chambre et je suis allé directement à la cuisine. J'ai méticuleusement préparé le bouillon d'os, biologique, le laissant mijoter à la perfection. Mon esprit était entièrement vide à ce moment-là. Pas de haine, pas de douleur, seulement le calme terrifiant d'un prédateur qui tend un piège. Le meilleur chasseur n'est pas celui qui gronde et menace, mais celui qui se déguise parfaitement en proie docile. À 7 heures, l'odeur du bouillon emplissait le salon. La porte de la chambre d'amis s'est ouverte. Ma belle-mère est sortie la première, suivie de Chloé, qui se frottait le ventre complètement plat et bâillait de façon spectaculaire. Julien est sorti de la chambre principale, vêtu d'un costume sur mesure coûteux, que j'avais parfaitement repassé la nuit précédente. Ça sent délicieusement bon. C'est le bouillon d'os, a dit ma belle-mère. Chloé, viens manger. Pendant que c'est chaud. Mange beaucoup pour que le petit dans ton ventre grandisse fort. Quand j'étais enceinte de Julien, je mangeais un grand bol tous les matins, c'est pour ça qu'il est devenu si intelligent et qu'il est devenu PDG. Ça sent trop la terre, Marthe, s'est plainte Chloé en se bouchant le nez. Me réveiller avec cette odeur me donne la nausée. Eliane a-t-elle mis trop de céleri? Quand on a de fortes nausées matinales, la cuisine doit être un peu plus raffinée. Tu l'as entendu? M'a interpellé ma belle-mère. Cuisine correctement. Si tu ne peux même pas gérer une simple tâche ménagère, comme prendre soin d'une femme enceinte, à quoi sers-tu dans cette maison? Apporte le bouillon ici et va chercher un verre de lait chaud pour Chloé. Silencieusement, j'ai versé le bouillon dans un bol, je l'ai apporté à la table de la salle à manger et je l'ai placé à côté d'un verre de lait chaud, fraîchement préparé. J'ai gardé la tête baissée, évitant le regard de Julien, feignant une soumission et une obéissance complète. Ma retenue a rendu Julien incroyablement suffisant. Il a lissé sa veste de costume, a croisé les jambes et a lu les nouvelles sur son téléphone. Chloé a pris sa cuillère, a remué le bouillon et a froncé les sourcils. Elle a intentionnellement frappé la cuillère contre le bord du bol en céramique, créant un bruit perçant. C'est tellement fade. Comment suis-je censé avaler ça? Eliane, tu l'as mal cuisiné exprès pour
Nous torturer, n'est-ce pas? Julien, regarde-la. Elle fait semblant de se conformer, mais j'ai peur que manger ça nuise au bébé. Femme malveillante, a crié ma belle-mère. Tu ne peux pas avoir d'enfant, alors tu es jalouse de la grossesse de Chloé, n'est-ce pas? Jette-le et refais-en une autre tournée. Si tu ne peux pas le cuisiner correctement, tu mourras de faim au déjeuner. Ne pense même pas à toucher à la nourriture. En gardant une expression parfaitement calme, je me suis approché de la table et j'ai débarrassé le bol, sans un mot. Je voulais qu'il croie que j'étais complètement brisé, que j'avais tellement peur d'être jeté à la rue que j'étais prête à être une servante. Julien m'a regardé m'éloigner, a poussé un ricanement froid et a pris sa mallette. J'ai une réunion importante avec les fournisseurs de matériaux de construction aujourd'hui, donc je ne serai pas à la maison pour le déjeuner, a annoncé Julien. Reste ici et sers ma mère et Chloé comme il se doit. Si j'entends ma mère se plaindre ne serait-ce qu'une fois, je m'occuperai de toi ce soir. Chloé, ma chérie, repose-toi aujourd'hui. Prends ma carte noire et achète tout ce que tu veux en ligne. Fais-la chauffer autant que tu veux. Ne t'inquiète pas pour l'argent. Je sais, mon chéri. Conduis prudemment au travail et assure-toi de déjeuner pour ne pas avoir mal au ventre, a roucoulé Chloé. Eliane prendra bien soin de moi. Ne t'inquiète pas. Julien a claqué la porte d'entrée. Au moment où le son de son SUV de luxe s'est estompé dans l'allée, l'atmosphère de la maison a complètement changé. Sans Julien, ma belle-mère et Chloé ont complètement abandonné leur comédie de famille civilisée. Ma belle-mère s'est affalée sur le canapé et a monté le volume de la télévision au maximum. Chloé a nonchalamment sorti une pile de vêtements de créateurs qu'elle avait apportés et les a jetés sur le sol du salon. Eliane, prends les vêtements de Chloé et lave-les, a ordonné ma belle-mère. Et n'oublie pas de les laver délicatement à la main. La machine à laver abîmera la soie et la mousseline. Une fois que tu auras terminé, repasse la serpillière dans l'escalier. Je vois de la poussière. Chloé est enceinte. Si elle glisse et tombe, pourras-tu en payer de ta vie? Assure-toi d'utiliser l'adoucissant floral, a ajouté Chloé. Je ne supporte pas l'odeur des produits chimiques. Oh. Et pendant que tu y es, va à la Vie Claire et achète-moi du safran iranien de première qualité. Marthe dit que je dois en boire pour que le bébé ait une peau parfaite. Tu le paies de ta propre poche d'abord. Considère ça comme ta contribution à l'accueil de l'héritier de la famille. J'ai hoché la tête, j'ai ramassé les vêtements de créateur de la maîtresse et je me suis dirigé vers la buanderie. Profitez de votre abus de pouvoir. Dès que j'ai été hors de vue derrière la porte de la buanderie, je l'ai verrouillée. J'ai jeté tous les vêtements en soie coûteux de Chloé directement dans la machine à laver, j'ai versé une montagne de détergent bon marché et je l'ai réglé sur le cycle le plus intensif. Puis, j'ai sorti 3 caméras de la taille d'un bouton de la poche de mon tablier, des appareils que j'avais soigneusement commandés et reçus par l'intermédiaire d'un ami quelques jours auparavant. J'ai pris une profonde inspiration, je me suis rapidement mis en ordre et j'ai porté une serpillière dans le couloir. Chloé et ma belle-mère s'étaient déjà retirées dans la chambre principale pour regarder un film au lit. C'était mon occasion en or. J'ai rapidement fixé une caméra cachée dans un angle mort, derrière le grand vase sur le meuble TV du salon. Une autre a été habilement glissée dans la grille de ventilation du purificateur d'air dans le couloir, et la dernière a été montée dans la cuisine. Ce système de caméra transmettait les données directement sur mon serveur cloud sécurisé. Chaque mot arrogant, chaque action abusive, chaque moment trompeur de ma belle-mère et de la maîtresse sous ce toit serait enregistré sans manquer une seule seconde. Ce n'était pas seulement une preuve pour mon divorce. C'était l'arme que j'utiliserais pour anéantir la réputation de Julien le moment venu. Cet après-midi-là, j'ai prétexté d'aller à l'épicerie pour acheter le safran, pour quitter la maison. En réalité, j'ai pris un taxi directement pour un café, calme et isolé, niché dans une petite ruelle du Marais. M'attendant dans la banquette du coin se trouvait Mepérin, un avocat en contentieux des affaires, et mon plus proche ami de l'université. Dès qu'il m'a vu, Mepérin a glissé un épais dossier Manille sur la table. Tu es complètement folle, Eliane. Laisser te mener par le bout du nez dans ta propre maison, et tu tiens toujours le coup. J'ai fait la vérification des antécédents que tu m'as demandé. 7. Chloé n'est pas une fleur innocente. Elle était serveuse de bouteilles dans quelques boîtes de nuit du centre-ville. Elle sort avec Julien depuis plus de 6 mois. Qui sait même si ce bébé est vraiment le sien? Elle a un passé très compliqué, mais on s'en occupera plus tard. Mepérin a continué, le problème sérieux est ici. Regarde ça. J'ai rapidement parcouru le dossier. Les chiffres sur le papier m'ont donné un frisson dans le dos. Ce n'était pas seulement les 100 000 € pour la compte de l'appartement. Julien drainait secrètement les fonds de réserve de Dynamique, Apex depuis 4 mois par le biais de contrats de fourniture fantôme. Il signait des bons de commande avec une société écran pour légaliser la sortie de
Trésorerie de l'entreprise. Il détourne de l'argent pour créer une nouvelle société au nom de la famille de Chloé, a expliqué Mepérin. Julien pense que tu ne t'occupes que de paperasse mineure et n'a aucune idée que tu surveilles chacun de ses mouvements. Si tu n'agis pas bientôt, l'entreprise que tu as mis 5 ans à construire ne sera plus qu'une coquille vide assise sur une montagne de dettes. Quel est ton plan? J'ai fermé le dossier et j'ai levé mon café noir sans sucre, en prenant une gorgée. Le goût amer s'est répandu dans ma bouche, mais il n'était pas aussi amer que ce que je subissais. Je vais le battre à son propre jeu, ai-je dit. Il veut vider l'entreprise. Je le laisserai la vider, mais il ne se rend pas compte que l'actif le plus précieux de Dynamic Apex n'est pas l'argent en banque, mais la base de données clients de base et le réseau de fournisseurs exclusifs que j'ai personnellement négocié et sécurisé. J'ai besoin que tu accélères la création d'une nouvelle SARL, ai-je ordonné. Tu seras inscrit comme gérant et représentant légal, mais je serai la propriétaire anonyme. Détenant 100% des parts. Nomme la société Novatech Solutions. Tu prévois une sortie avec un parachute doré? A demandé Mepérin en haussant un sourcil. Transférer toute la liste de clients vers la nouvelle société et le laisser avec une montagne de dettes. N'est-ce pas un peu impitoyable? Légalement, tu es toujours la vice-présidente. Tu devrais assumer la moitié de cette dette d'entreprise. Impitoyable, ai-je ricané. Quand il a ramené une autre femme chez moi, m'a forcé à la servir et à utiliser mon argent pour financer sa liaison. S'est-il soucié d'être impitoyable? Ne t'inquiète pas. J'ai tout calculé. Les contrats clients actuels arrivent tous à expiration. Je ne les renouvellerai tout simplement pas sous Dynamic Apex. Quant à la dette, j'ai un moyen infaillible de le faire assumer volontairement 100% des parts de l'entreprise et chaque centime de cette dette lorsque nous divorcerons. Travail en ce moment est de finaliser les formalités juridiques pour Novatech. Rapidement et dans le plus grand secret. Ne laisse filtrer aucun mot jusqu'à ce que je donne le signal. J'ai quitté le café alors que le ciel commençait à s'assombrir. Tenant une boîte, bon marché de safran d'imitation que j'avais soigneusement reconditionné dans une boîte de luxe, je suis retourné à la maison qui abritait ces voleurs au sang-froid. En franchissant la porte, je me suis rappelé, chaque jour où je baisse la tête, en ce moment est un pas de plus vers le jour où je les écraserai. Tous. 3 semaines passèrent sous ce toit partagé. Ma vie n'était rien de moins qu'une pièce de théâtre silencieuse remplie d'endurance. Julien devenait de jour en jour plus scandaleux. Il partait tôt et rentrait tard. Et dès qu'il entrait, il enlaçait Chloé juste devant moi, me traitant comme un fantôme invisible. Ma belle-mère était encore pire. Elle traitait Chloé comme une reine, la servant aux petits oignons tout en me donnant des ordres avec les insultes les plus vicieuses qu'on puisse imaginer. Mais j'ai enduré. J'ai fait silencieusement tout ce qu'ils exigeaient. J'ai enregistré silencieusement des dizaines de clips, vidéos de son adultère et de leur violence psychologique grâce à mon réseau de caméras cachées. Cependant, ma soumission feinte leur a fait halluciner que j'étais complètement lâche et terrifié, et la goutte d'eau était sur le point de faire déborder le vase. C'était un samedi après-midi. Julien était en congé et se prélassait à la maison. J'étais occupé à préparer le dîner dans la cuisine quand Chloé passait délibérément en portant une assiette de fruits frais. Elle a souri malicieusement et a intentionnellement manqué une marche. Elle a laissé tomber l'assiette en céramique coûteuse sur le sol de la cuisine. Un bruit sec a retenti et des éclats tranchants ont volé partout. Oups, ma main a glissé. Chloé a haleté avec une fausse innocence. Eliane, nettoie ça et passe la serpillière à fond. Si je marche sur un éclat et que je saigne, Julien aura le cœur brisé. Je suppose que les femmes qui ne peuvent pas avoir d'enfants doivent juste compenser par leurs compétences en nettoyage, n'est-ce pas? J'ai serré fermement le couteau de chef dans ma main, une rage meurtrière bouillonnant dans ma poitrine. Je ne voulais rien de plus que de fracasser le manche du couteau directement sur son visage poudré et impude, mais je me suis retenu. Je me suis accroupi pour balayer les morceaux cassés. Voyant mon silence, Chloé a poussé sa chance. Elle s'est approchée de moi et m'a chuchoté à l'oreille avec un ton moqueur et triomphant. Tu es si têtu. Ton mari ne t'aime pas. Ta belle-mère te méprise, et pourtant tu t'accroches à cette maison, comme une sangsue. Tu penses que tu seras la femme du PDG pour toujours? Laisse-moi te dire un secret. Julien se prépare à acheter une toute nouvelle villa à Neuilly-sur-Seine à mon nom. Attends juste que je donne naissance à ce petit garçon et prépare-toi à faire tes valises et à être jeté à la rue sans absolument rien. J'ai arrêté de balayer. Une villa à Neuilly-sur-Seine? Je connaissais le marché immobilier là-bas. Une propriété de luxe coûterait au moins 2 millions d'euros. D'où Julien tirait-il une telle somme? Même s'il détournait de l'argent de l'entreprise, le flux de trésorerie ne pouvait pas circuler aussi vite. Une sombre prémonition m'a traversé l'esprit. À ce moment précis, la sonnette a retenti. J'ai posé le balai et je suis allé ouvrir la porte. Dehors se trouvait un coursier de la BNP Paribas. Bonjour, j'ai un colis certifié de la BNP Paribas pour Monsieur Julien Lefebvre.
nécessitant la signature d'un résident. J'ai signé et j'ai porté l'enveloppe à l'intérieur. Julien était assis sur le canapé, faisant défiler son téléphone, tout en massant les pieds de Chloé. Ma belle-mère pelait des pommes à côté. 2. Je me suis approché et j'ai jeté l'enveloppe directement sur la table. Basse en verre devant Julien. Courrier de la banque adressé à toi. Qui t'a dit de le prendre? A sèchement répliqué Julien. À partir de maintenant, tu n'as pas le droit de toucher à mon courrier. Laisse-le là. Je le regarderai plus tard. Je ne le laisserai pas là. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Et, de mes propres mains, j'ai déchiré l'enveloppe scellée. J'ai sorti le document, blanc et impeccable de l'intérieur. Les lettres majuscules en gras tout en haut de la page m'ont frappé comme un train de marchandises. Avis de paiement, d'intérêt en souffrance, prêt hypothécaire adossé à des actifs. Mes yeux ont parcouru la section des garanties. C'était cette maison, la maison à nos deux. Non, celle dans laquelle je me trouvais. Quand as-tu hypothéqué cette maison, à la banque? Ai-je demandé. 5 millions d'euros. Julien, tu as falsifié ma signature pour hypothéquer cette maison pour 5 millions d'euros. Julien a sursauté, un éclair de panique traversant son visage. Mais il a rapidement retrouvé sa posture dominatrice. Il s'est levé brusquement et m'a arraché le papier de la main. C'est ma maison. J'ai le droit de l'hypothéquer. De quoi tu te plains? J'ai besoin de capitaux pour développer l'entreprise et investir dans un grand projet. Et alors, pour la signature? C'est un bien matrimonial commun. J'ai signé en ton nom. Est-ce que ça a tué quelqu'un? Tu es si agaçante. Chloé a gémi. Julien fait de grandes affaires, il gagne des millions pour prendre soin de la famille. Quel est le problème d'hypothéquer une maison? Tu es une femme si à courte vue, toujours à tirer ton mari vers le bas. Elle a raison, a renchéri ma belle-mère. Julien est le gagne-pain. Il sait ce qu'il fait. Tu passes toute la journée caché dans la cuisine. Qu'est-ce que tu sais des affaires? Tais-toi et va préparer le dîner. J'ai ri, un rire amer et glacial. L'impudence de cette famille n'avait vraiment pas de fond. Il conspirait pour me traiter comme une idiote absolue. Il a falsifié ma signature, a hypothéqué la maison dans laquelle nous vivions et a contracté un prêt de 5 millions d'euros. J'étais absolument certaine que cet argent n'était pas allé à Dynamic Apex. Il avait été utilisé pour acheter cette villa à Neuilly-sur-Seine pour sa maîtresse. Comme Chloé l'avait raillé, il prévoyait de construire un nouveau nid avec sa maîtresse et de me laisser avec une énorme dette bancaire suspendue au-dessus de ma tête, face à la menace de saisie et de me retrouver à la rue. Grandes affaires, investissement de projet, où as-tu siphonné l'argent pour lui acheter une nouvelle villa? Ai-je demandé, ma voix mortellement silencieuse. Es-tu vraiment si traître, Julien? Tu as falsifié ma signature. C'est une fraude et un détournement de fonds. Te rends-tu compte que, clac, une autre gifle a atterri durement sur mon visage, si forte qu'elle m'a fait teinter l'oreille. Julien a pointé son doigt droit sur mon visage, rouge de rage d'avoir été démasqué. Laisse-moi te dire quelque chose. Ne reste pas là à me faire la morale. La loi. Je suis ton mari. J'ai le droit de décider de chaque bien dans cette maison. Si tu ouvres la bouche pour le signaler ou faire une scène, je te jetterai à la rue ce soir avec rien d'autre que les vêtements que tu portes. Vas-y, poursuis-moi en justice. On verra si la police croit un PDG riche et puissant comme moi ou un parasite inutile comme toi. Je fis un pas en arrière, touchant ma joue enflée. Chaque once d'hésitation, chaque dernière once de pitié qui restait dans mon âme pour les 7 années de notre jeunesse fut complètement éradiquée. La stupidité et l'arrogance de Julien s'étaient creusé une tombe inéluctable. Il pensait pouvoir manipuler la loi et les banques grâce à quelques relations corrompues. Il n'avait aucune idée que le crime de falsification de signature pour une hypothèque sur un bien commun était une paire de menottes ouvertes qui n'attendaient que le moment parfait pour se refermer sur ses poignets. Si c'est ce que tu dis, je n'ai plus rien à ajouter, dis-je doucement. Garde ton argent et dépense-le. Hypothèque ta maison. À partir de cette seconde, je n'interviendrai plus jamais dans aucune de tes affaires. Je tournai les talons, me dirigeai directement vers ma chambre et claquai la porte. Dehors, j'entendais ma belle-mère m'insulter, Julien crier, Chloé pleurnicher pour le réconforter. Ils étaient victorieux, croyant que je m'étais complètement rendu à la violence et au pouvoir de Julien. Mais au moment où la porte s'est verrouillée, j'ai immédiatement attrapé mon téléphone et appelé me Perrin. Perrin, ce salaud vient de falsifier ma signature pour hypothéquer la maison pour 5 millions. Connais-tu quelqu'un à la BNP Paribas? Trouve-moi une copie de sa demande d'hypothèque. Je veux voir quel agent de crédit a fermé les yeux pour le laisser falsifier ma signature. J'ai besoin du dossier original. Quoi? Il est vraiment allé aussi loin? Perrin semblait choqué. Ne t'inquiète pas.
Le directeur de l'agence là, me doit une faveur. Je vais récupérer le dossier tout de suite. Eliane, s'il en est, arrivé là, n'hésite plus. Fonce. À partir de demain, le plan de prise de contrôle de l'entreprise est officiellement activé. J'ai déclaré, je vais, qui lui montrer exactement ce que ça coûte de sous-estimer une femme qu'il a construit à partir de rien. Lundi matin, j'ai quitté la maison très tôt, bien avant que Julien ne se réveille. Je portais un élégant tailleur pantalon noir, les cheveux tirés en un chignon lisse, et j'ai enfilé une paire d'escarpins pointus. Mon maquillage était audacieux, cachant la légère marque rouge sur ma joue de la gifle d'hier. Cela faisait longtemps que je n'étais pas apparu chez Dynamic Apex en tant que vice-présidente. Depuis que je m'étais mise en retrait pour le soutenir en coulisses, je n'avais géré les opérations que par emails et via le système de back-end. Mais aujourd'hui, je me présentais en personne, non pas pour travailler, mais pour exécuter la dernière ponction mortelle de la vitalité de l'entreprise. Dynamic Apex était situé au 15e étage d'un immeuble de bureaux animés du centre-ville. En entrant, les employés m'ont salué de la tête, leurs yeux, montrant un respect mêlé d'un peu de surprise. Ils savaient tous que si Julien était le PDG de façade qui prenait les coups, la véritable âme de l'entreprise, celle qui résolvait les crises clients les plus impossibles, c'était toujours moi. Je suis allé directement à mon bureau et j'ai verrouillé la porte. En démarrant mon ordinateur, j'ai branché une clé USB sécurisée. La base de données client de Dynamic Apex était divisée en 2 niveaux. Le premier niveau comprenait les clients particuliers qui généraient des revenus fragmentés et retardaient constamment les paiements. C'était le niveau que Julien gérait habituellement, en les invitant à dîner pour conclure des affaires. Le deuxième niveau comprenait les clients grands comptes, les grands promoteurs immobiliers et les fournisseurs de matériaux exclusifs offrant des remises massives. Tout ce deuxième niveau était négocié, maintenu et géré entièrement par moi. J'ai ouvert le système et j'ai commencé à copier chaque donnée, contrat, historique de transactions et informations de contact pour le niveau VIP. Ensuite, j'ai ouvert un programme de cryptage et j'ai reprogrammé l'intégralité du mot de passe d'accès à cette base de données sur le serveur de l'entreprise, en le configurant pour supprimer automatiquement les fichiers si le mot de passe était saisi de manière incorrecte plus de 3 fois. Julien était un analphabète en informatique. Il ne savait que se présenter au bureau, signer des papiers et aller boire un verre. Il ne découvrirait jamais le vide du système. Avant qu'il ne soit bien trop tard. Après avoir terminé au bureau, j'ai conduit directement à un restaurant privé, dans le quartier du Sentier. M'attendant dans la salle à manger VIP trouvaient 3 hommes d'âge moyen, Monsieur Dubois, Monsieur Fournier et Monsieur Girard. Ils étaient les 3 plus grands fournisseurs et entrepreneurs de matériaux de construction, détenant la bouée de sauvetage de 80% des revenus de Dynamic Apex. En me voyant, Monsieur Dubois a souri et s'est levé. Eliane, ça fait un moment qu'on ne vous a pas vu. Dynamic Apex a été un peu en désordre ces derniers temps. Julien nous presse sans cesse pour les livraisons, mais il ne cesse de retarder les paiements en souffrance. Si ce n'était pas pour notre respect de votre réputation toutes ces années, j'aurais annulé le contrat il y a longtemps. Heureuse de vous voir, Monsieur Dubois, Monsieur Fournier, Monsieur Girard. Je les ai salués. Je vous ai invité ici aujourd'hui pour parler de l'avenir de nos prochains contrats. Je vais être direct. Julien et moi divorçons. Dynamic Apex n'est actuellement qu'une coquille vide. Julien a vidé l'entreprise pour financer des investissements personnels et a contracté d'énormes prêts bancaires. Si vous continuez à fournir Apex, le risque de perdre complètement vos créances est incroyablement élevé. Les 3 hommes se regardèrent en silence, stupéfaits. Dans le monde des affaires, la crédibilité est la monnaie la plus chère. Ils faisaient des affaires avec Apex en raison de ma transparence, de mon équité et de mon esprit vif, pas par respect pour un imbécile pompeux comme Julien. Monsieur Fournier fronça les sourcils et prit la parole. Divorce? Alors qu'en est-il des anciennes dettes et des projets en cours? Eliane, nous vous avons fait confiance, c'est pourquoi nous avons laissé la ligne de crédit si élevée. Vous m'avez fait confiance, et je ne laisserai jamais les gens qui m'ont soutenu subir une perte. Je les ai rassurés. Je suis venu ici aujourd'hui avec une proposition. Novatech Solutions a été officiellement créé. Le capital et les systèmes de gestion sont totalement indépendants et c'est moi qui la dirige en coulisses. Je propose que vous refusiez de renouveler tout nouveau contrat avec Dynamic Apex. À la fin de ce mois. Signez tous les nouveaux projets directement avec Novatech. En retour, j'augmenterai votre taux de remise de 5% pour la première année. Quant à l'ancienne dette avec Apex, vous suivez strictement la loi. Lorsque le paiement est dû et que Julien ne paie pas, vous engagez immédiatement une action en justice et gelez les comptes d'Apex. Ne montrez aucune pitié. La pièce est restée silencieuse pendant quelques minutes. Ces hommes d'affaires, chevronnés, étaient de vieux loups. Ils ont rapidement évalué les risques et les récompenses. Monsieur Dubois a hoché la tête avec approbation, levant sa tasse de thé.
L'enfer n'a pas de furie comme une femme trahie. Julien s'est attaqué à la mauvaise personne. Je vous soutiens. Après avoir fait des affaires avec vous, pendant des années, je sais que vous tenez vos promesses. Mes contrats passeront à Novatech le mois prochain. Les 2 autres hommes ont également accepté. La négociation a été un succès sans faille. J'avais vidé la sève vitale de Dynamic Apex en une seule matinée. Maintenant, l'entreprise de Julien n'était plus qu'un cadavre sans âme portant des dizaines de millions d'euros de dettes imminentes, avec ses flux de revenus entièrement coupés par mois. En rentrant à la maison au crépuscule, je me suis glissé dans ma façade habituelle de soumission. Au moment où je suis entré, le parfum entêtant de Chloé m'a frappé le nez. Julien était assis sur le banc en train d'enlever ses chaussures, le visage rouge de l'odeur d'alcool. Il venait de rentrer d'un dîner d'affaires. En me voyant, il a levé le menton et a jeté une pile de paperasses sur la table basse en verre. « Où as-tu été toute la journée » a-t-il bredouillé. « La maison est sale et pas nettoyée. Viens ici et signe ces formulaires d'autorisation. Le service comptable vient de les envoyer. Ils ont besoin de la signature du vice-président pour finaliser les paiements des sous-traitants. Dépêche-toi. Je dois emmener Chloé dans un bon steakhouse. » Je me suis approché et j'ai pris la pile de papier pour les examiner. C'étaient des rapports d'acceptation et des bons de paiement pour les sous-traitants secondaires, le niveau de clientèle de détail qu'ils géraient. Ces projets fonctionnaient en fait à perte massive, avec un budget largement dépassé, car il avait détourné des matériaux. J'ai regardé de près. Il voulait que je signe ici pour légitimer les pertes, me rendant légalement co-responsable en cas de faillite de l'entreprise. Il y a trop de dépenses irrégulières dans ces documents, et je dis doucement. J'ai besoin de temps pour les vérifier, avec le grand livre comptable avant de pouvoir signer. Tu parles trop, sèchement répliqué Julien. Tu doutes de moi? Je suis le PDG. Si je te dis de signer, tu signes. As-tu la moindre idée de l'épuisement que c'est pour moi de réseauter et de maintenir cette entreprise à flot? Tout ce que tu fais, c'est rester à la maison comme un parasite. Et tu me fais des histoires pour signer quelques papiers. Si tu ne signes pas, alors va-t'en. Je falsifierai simplement ta signature moi-même, comme pour l'hypothèque. Qu'est-ce que tu vas faire? Eliane, arrête de compliquer les choses pour Julien, intervint Chloé. Il est épuisé de gagner de l'argent pour cette famille. Si tu ne peux pas aider, moi ne te mets pas sur son chemin. J'ai baissé la tête, cachant le sourire qui montait à mes lèvres. Il voulait falsifier ma signature. Parfait. Me Perrin avait déjà une copie certifiée de sa signature falsifiée sur le prêt bancaire. De 5 millions d'euros. S'il continuait à falsifier personnellement mon nom sur les documents de perte de l'entreprise, il se mettrait littéralement la corde de la fraude financière au cou. Fais ce que tu veux, dis-je doucement. Je suis fatigué. Ça ne m'intéresse plus. J'ai reposé les papiers sur la table et je suis allé directement à la cuisine pour préparer le dîner de ma belle-mère. Derrière la porte de la cuisine, j'entendais le grattement du stylo de Julien, alors qu'il falsifiait rapidement mon nom sur la pile de documents. Il a signé mon nom si négligemment et avec arrogance, pensant qu'il avait réussi à manipuler une femme faible. Il ne savait pas que chaque trait de son stylo était un pas de plus vers les portes d'une prison fédérale. La prise de contrôle de l'entreprise était terminée. La nouvelle société opérait dans l'ombre. Les preuves de fraude étaient enfermées dans le coffre-fort de mon avocat. Le piège était entièrement tendu. Il ne me restait plus qu'à attendre le moment parfait pour tirer le filet. Et ce moment, j'ai décidé, serait le jour où cette famille se sentirait la plus fière, la plus arrogante, le jour où ils annonceraient publiquement la maîtresse et son précieux héritier à toute la famille élargie. Continue de grimper plus haut, Julien. La chute ne sera que plus douloureuse. Chaque lame que j'allais sortir frapperait exactement les points faibles sur lesquels il se vantait le plus. Le jeu ne faisait que commencer à devenir intéressant. Ce dimanche-là, ma belle-mère a décidé d'organiser un brunch extravagant. Elle a personnellement appelé chaque membre éminent de leur famille élargie, oncle, tante, cousin. Son excuse était une simple réunion de famille, mais tous ceux qui franchissaient la porte savaient que c'était une fête officielle de présentation de la maîtresse et de l'héritier dans son ventre. Dès l'aube, j'ai été tiré du lit. Ma belle-mère a jeté une liasse de billets sur le comptoir de la cuisine, m'ordonnant d'aller au marché pour acheter des fruits de mer de première qualité, de l'entrecôte et du poulet bio pour préparer un festin énorme. Toute la famille vient aujourd'hui. Tu ferais mieux de cuisiner correctement, a-t-elle menacé. Si tu ne peux pas accoucher, compense par tes compétences de service. N'ose pas te promener avec un air misérable. Si tu mets Julien et Chloé dans l'embarras devant la famille, je te déchire en morceaux. J'ai pris l'argent en silence, je suis allé au marché et j'ai passé 5 heures à hacher, émincer et cuisiner dans la cuisine étouffante. Je portais des vêtements de détente vieux et délavés,
les cheveux attachés en un chignon désordonné, transpirant abondamment, ressemblant exactement à une vraie femme de ménage. À 11 heures du matin, les parents s'affluaient. Le salon spacieux et soudain, devenu aussi bruyant qu'un marché. Julien portait une chemise en soie, les cheveux gominés en arrière avec un gel coûteux, se tenant à la porte, serrant des mains. Mais la vue la plus flagrante était Chloé. Elle portait une robe de maternité moulante rouge vif avec une fente sur le côté, ornée de bijoux en diamants scintillants que Julien venait de lui acheter avec l'argent de la maison hypothéquée. Elle se pavanait au bras de Julien, saluant tout le monde. J'ai porté le dernier plateau de nourriture à la table juste à temps pour entendre la tante de Julien s'exprimer de sa voix stridente. Mon Julien, tu as l'air assez prospère ces derniers temps. Une grande maison, des voitures de luxe, et maintenant tu te prépares à accueillir un fils. Regarde Chloé. On voit qu'elle est très fertile. Eh bien, un homme doit faire ce qu'il a à faire. Pour un enfant, Julien est le fils aîné. S'il n'a pas d'héritier, les ancêtres ne lui pardonneraient jamais. Eliane est stérile depuis des années. C'est juste son destin. Elle doit céder la place à quelqu'un d'autre. Exactement, a convenu un autre parent. Les hommes qui réussissent ont le choix. Tant qu'il prend soin de la famille et assure la lignée, c'est ce qui compte. Vous deux, concentrez-vous sur le soin de ce bébé. Julien a tellement de succès, et gardez Eliane pour faire les corvées, c'est en gros lui faire une faveur, lui donner un toit au-dessus de sa tête. C'est très charitable de votre part. Charitable? Cédez la place. Je me suis caché derrière la cloison entre la cuisine et le salon, les mains agrippant fermement le plateau métallique vide. Cette famille, ces gens qui se goinfraient de nourriture achetée avec mon argent et cuisinée par mes mains, piétinaient avec enthousiasme ma dignité. Ils adoraient l'argent et les fils si aveuglément que voir la fausse richesse de Julien leur faisait plier toutes les règles morales, élevant une briseuse de ménage au rang de reine. Ne t'inquiète pas, ma tante. Julien a tout calculé, s'est vanté ma belle-mère. Eliane est peut être inutile et stérile, mais au moins elle est obéissante. Elle connaît sa place. Je lui ai dit de servir Chloé, et elle n'a pas osé dire un mot. Chloé attend un garçon. L'échographie était très claire. On vous montrera les photos, tout à l'heure. Il a un effort. Très en forme. Oui, j'essaie juste de bien manger pour donner à Julien un bon fils en bonne santé, a dit doucement Chloé. Eliane a travaillé si dur pour moi ces derniers temps. Elle se lève tôt tous les matins pour me préparer des repas nutritifs. J'ai dit à Julien qu'on devrait juste engager une femme de ménage, mais il a refusé. Il a dit que les étrangers ne sont pas aussi propres qu'Eliane. Pourquoi gaspiller de l'argent pour une femme de ménage alors qu'on a une femme stérile assise ici? Autant la faire. Travailler au lieu de la nourrir gratuitement toutes ces années. Allez, Chloé, sors l'échographie de ton sac et montre à tout le monde le nouveau rejeton de la famille Lefebvre. Je suis sorti complètement de la cuisine, portant une théière de thé chaud frais, et je l'ai versé lentement dans les tasses de chacun. En me voyant, ils ne se sont pas du tout retenus. Ils m'ont regardé avec un mépris non dissimulé. Chloé a ouvert son sac de créateur, avec suffisance, a sorti une échographie imprimée en couleur et l'affirmant, étalée sur la table en verre. Tout le monde s'est rassemblé, pointant du doigt, et s'émerveillant de l'image floue en noir et blanc. Oh waouh, regardez ce front haut. Ce nez est si défini. Il va grandir pour devenir un PDG comme son père. J'ai jeté un coup d'œil à l'échographie sur la table. C'était une impression. Couleur d'une clinique privée, indiquant clairement 12 semaines, sexe masculin. Mais il y avait une chose que toute cette famille, aveuglée par sa fierté, n'avait pas réalisée. Hier, me Perrin avait enquêté et m'avait envoyé le dossier médical complet de Chloé. Cette échographie était un faux. Pour être exact, c'était un morceau de papier qu'elle avait payé 500 € pour acheter dans une clinique clandestine douteuse. Chloé était effectivement enceinte, mais le fœtus n'avait qu'un peu plus de 8 semaines, ce qui rendait physiquement impossible de déterminer le sexe aussi clairement. Elle a falsifié le papier pour consolider sa position, forçant Julien à divorcer de moi rapidement et à lui acheter cette villa. Un jeu ridiculement bâclé, mais qui a complètement aveuglé ces imbéciles. Avids. J'ai lentement posé la théière, en gardant la tête haute, et j'ai offert un sourire si doux qu'il était purement synthétique. Félicitations, Julien. Félicitations, Marthe. La famille Lefebvre a enfin un héritier. En regardant l'échographie, je suis si heureuse pour toi, Julien. Mais Julien, puisque tous les parents sont ici, quand prévois-tu de donner à Chloé un titre officiel? Tu ne peux pas laisser la mère de ton fils vivre sans un nom propre. Si le bébé naît sans, c'est bien que tu connaisses ta place, a ricané Julien. Une fois que j'aurai conclu quelques contrats importants à l'entreprise la semaine prochaine, je déposerai les papiers du divorce. Tu ferais mieux d'être prête à les signer. Quand nous irons au tribunal, je te donnerai une petite indemnité,
pour ta jeunesse perdue, mais assez pour que tu puisses louer un appartement bon. Marcher pour survivre. Cette maison est déjà hypothéquée, alors n'attends pas une part. Eliane est si compréhensive. C'est merveilleux, a souri Chloé. Ne t'inquiète pas. Je ne suis pas mesquine. Si tu manques d'argent, viens juste à l'entreprise et trouve Julien. Je lui dirai de te donner quelques pièces. Après, tu as cuisiné du bouillon et tu m'as servi pendant des mois. Des rires moqueurs ont éclaté dans le salon. Il me regardait comme un chien battu, acceptant son sort. Mais il ne savait pas que chaque mot cruel, chaque confirmation d'adultère et l'intention explicite de Julien de me priver de mes biens venait d'être parfaitement enregistré par l'appareil caché dans la poche de mon tablier. Je me suis penché pour débarrasser les assiettes vides, en disant doucement. Alors j'attendrai le jour où tu m'apporteras les papiers. Julien, j'espère que ta carrière restera sans heurts et que tu pourras conserver l'empire que tu as, afin d'avoir l'argent pour prendre soin d'elle. Je tournai le dos et entrai dans la cuisine. La fête d'aujourd'hui s'était terminée sans accroc, exactement comme je le voulais. L'arrogance de Julien avait atteint son paroxysme. L'impudence de Chloé était pleinement exposée, et ma belle-mère était ivre du rêve d'un petit-fils. Ils avaient atteint le plus haut barreau de leur illusion. Et maintenant, il était temps pour moi de leur retirer l'échelle. Lundi matin, alors que Julien dormait encore profondément à côté de Chloé et que ma belle-mère ronflait bruyamment dans sa chambre, j'ai tranquillement fermé la petite valise que j'avais préparée quelques jours auparavant. À l'intérieur, il n'y avait que quelques tenues de travail, des effets personnels et des papiers d'identité. Je n'ai pas pris un seul objet de valeur acheté avec l'argent de Julien. J'ai laissé la clé de la maison sur la table basse en verre du salon, juste à côté de l'alliance que j'avais retirée de mon doigt. J'ai quitté la maison qui fut autrefois mon sanctuaire et j'ai verrouillé la porte. Sans un bruit, sans un mot d'adieu, je suis parti les mains vides, exactement comme il l'avait voulu. À 9h du matin, je sirotais un café dans le bureau du PDG de Novatech Solutions, le nouveau siège que me Perrin avait parfaitement arrangé pour moi. Situé au 35e étage d'un gratte-ciel de classe A, j'avais une vue panoramique sur toute la ville avec le vent qui hurlait contre les immenses baies vitrées. Sur mon bureau, il y avait 2 téléphones, un personnel et une ligne directe. Professionnelle. À 10h précises, le téléphone professionnel s'est mis à vibrer violemment. La bombe à retardement que j'avais laissée chez Dynamic, Apex avait officiellement explosé. À l'autre bout du fil, me Perrine appelait d'un numéro crypté. Eliane, ça a explosé. Julien perd la tête au bureau d'Apex. Dubois, Fournier et Girard ont tous envoyé des avis d'annulation de contrats à durée indéterminée en même temps. Pas d'explication, pas de réunion. Le chef comptable d'Apex vient d'appeler pour signaler que le financement des 3 plus grands projets a été soudainement retiré et que les entrepôts sont vides parce que les fournisseurs ont coupé les matériaux. Excellent travail. Et ce n'est pas tout. Avez-vous prévenu la BNP Paribas ? Ai-je demandé calmement. Lancez le protocole de saisie sur son prêt de 1,5 million. Je veux qu'il reçoive la lettre de mise en demeure de la banque cet après-midi. Fait. Le directeur de l'agence vient de signer l'ordre d'émission d'un avis de violation de crédit en raison d'une suspicion de fraude concernant la garantie. Voyons comment Julien gère ce coup. Ender. Au siège de Dynamic Apex, selon mon informateur interne, tout sombrait dans un chaos absolu. Julien a pris d'assaut le bureau, brisant des meubles, appelant frénétiquement des partenaires qui refusaient de décrocher. Il a crié sur les employés et a ordonné aux comptables de retirer du fonds de réserve pour acheter des matériaux sur le marché noir afin de maintenir les projets en vie. Mais, lorsque le comptable s'est connecté au système, les fonds de réserve étaient bloqués et la base de données clients était complètement effacée. Toutes les données avaient disparu comme si elles n'avaient jamais existé. À 15h, mon téléphone personnel s'est allumé. L'identifiant de l'appelant indiquait « Mon mari ». J'ai laissé sonner 3 fois avant de répondre. Nonchalamment. Je l'ai mis sur haut-parleur et je me suis adossé à ma luxueuse chaise en cuir. « Eliane, où diable te caches-tu » a crié Julien. « Pourquoi ? As-tu fait tes valises et es-tu parti sans dire un mot ? Où est le mot de passe ? De la base de données clients ? Qu'est-ce que tu as fait au serveur de l'entreprise, espèce de folle ?» J'ai souri, ma voix froide et stable, un contraste saisissant avec sa folie frénétique. « Julien, surveille ton langage. Ne m'as-tu pas dit hier que tu allais me remettre les papiers du divorce et me mettre à la rue ? Je te donne simplement, à toi et à Chloé, l'espace dont vous avez besoin pour sa grossesse. Quant à l'entreprise, tu es le PDG. Gère-la, toi-même. Je ne suis qu'une parasite qui ne sait que nettoyer et servir. Comment ? Saurais-je ce qui ne va pas avec tes serveurs ? Ne joue pas à l'idiote avec moi, a-t-il rugi. Dubois et Fournier ont tous 2 annulé leur contrat. Ils ont dit qu'ils ne travaillaient qu'avec toi. Tu as conspiré avec eux pour me poignarder dans le dos, n'est-ce pas ? Dis-moi tout, de suite.
Quel est le mot de passe? Rétablis les données immédiatement ou? J'appelle la police et je te fais arrêter pour sabotage d'entreprise. J'ai éclaté de rire, le son clair résonnant dans mon bureau spacieux. Appelle la police. Vas-y. N'oublie pas l'accord de confidentialité des données que tu as personnellement signé. La clause stipule clairement que toute perte de données, due à des erreurs système incombe entièrement au directeur général. Toi, j'ai démissionné ce matin. De plus, ces clients ont annulé parce qu'ils ont vu que ton entreprise n'avait plus la capacité de les approvisionner. La faute est la tienne, monsieur le PDG. Eliane, je t'en supplie, ne fais pas ça. Son ton passa soudainement à une panique totale. L'entreprise est noyée sous les dettes. La banque vient d'envoyer un avis de violation de crédit cet après-midi, exigeant le remboursement immédiat du prêt de 1,5 million. Si je n'ai pas de clients, si je n'ai pas de trésorerie, je suis mort. Je t'en supplie. Reviens. Convainc Dubois de démissionner. Je te donnerai un pourcentage des bénéfices. Pas plus tard. Qu'hier matin, tu étais assez arrogant pour menacer de me mettre en pièces, et, hier après-midi, tu as promis de me jeter dehors sans rien, et je répondu froidement. Et maintenant, tu me supplies. La vraie nature d'un chien enragé, acculé est toujours aussi pathétique. Tu me supplies sur quelle base? En tant qu'homme qui a ramené sa maîtresse à la maison et a forcé sa femme à la servir? Ou en tant qu'homme qui a falsifié ma signature pour hypothéquer notre maison et lui acheter une villa? Julien, ce fauteuil de PDG n'a même pas encore eu le temps de se réchauffer. Tu as fait ton lit. Maintenant, couche-toi dedans. Amuse-toi bien avec tes dettes. Et assure-toi de bien prendre soin de la grossesse de Chloé. Ne laisse pas les créanciers l'effrayer au point de faire une fausse couche quand ils viendront saisir la maison. J'ai raccroché, j'ai immédiatement bloqué le numéro de Julien et j'ai jeté le téléphone de côté. Je me suis levé et je me suis versé un verre de vin rouge. La première bombe avait magnifiquement explosé, anéantissant la façade de pouvoir du traître. Mais je savais qu'avec la nature avide et lâche de Julien, il n'abandonnerait pas facilement. Il se battrait bec et ongles pour survivre, et son prochain coup aviserait sans aucun doute le point le plus faible qu'il pensait pouvoir utiliser pour m'étouffer. À peine 3 jours après l'effondrement de la chaîne d'approvisionnement de Dynamique Apex, Julien était acculé. La banque appelait sans relâche pour des paiements et menaçait de saisir l'hypothèque. L'entreprise n'avait pas de nouveaux projets et une trésorerie nulle. Poussé au bord de la folie, avec des cernes sous les yeux et des vêtements en désordre, et incapable de me trouver à mes endroits habituels, il a eu recours à la tactique la plus basse possible. Attaquer ma famille. Ce matin-là, j'ai reçu un appel frénétique de ma mère en Normandie. Sa voix était paniquée et étranglée par les larmes. Eliane, Julien est ici à la ferme. Il fait une scène énorme. Il dit que l'entreprise est en faillite et que vous deux allez vous retrouver à la rue. Il exige que ton père et moi vendions la propriété en bordure d'autoroute pour le sauver. Ton père s'est tellement mis en colère que sa tension artérielle a grimpé en flèche. Il est au lit en ce moment. Tu dois rentrer immédiatement. Mon sang a bouilli. J'ai serré mon téléphone si fort que j'ai cru qu'il pourrait se briser. Ce salaud. Il a triché, il a détourné des fonds de l'entreprise pour entretenir sa maîtresse. Et quand tout s'est effondré, il n'a pas osé demander à sa maîtresse de lui rendre l'argent. Au lieu de cela, il a eu l'audace de courir chez ses beaux-parents et de les forcer à vendre leur terre ancestrale pour payer ses dettes. Je suis immédiatement monté dans ma voiture et j'ai conduit comme une folle vers la Normandie, dépassant les 160 km/h. J'ai freiné brusquement devant les portes de la ferme. Dès que j'ai mis le pied sur le porche, j'ai entendu la voix forte et impudente de Julien résonner depuis le salon, soutenue par ma belle-mère, qui l'avait apparemment accompagné pour faire pression. « Vous devez prendre soin de vos enfants », a crié Julien. Eliane est ma femme. L'entreprise est un bien matrimonial commun. Maintenant que l'entreprise est en crise et noyée sous les dettes, vous avez ce terrain vague sur l'autoroute. Vendez-le et il rapportera assez de millions pour nous sauver. Allez-vous accumuler vos terres et regarder votre fille finir par mendier dans les rues? Il a raison, a ajouté ma belle-mère d'une voix stridente. Votre fille s'est mariée dans ma famille et a vécu dans le luxe pendant des années. Maintenant que la famille de son mari est en difficulté, sa famille a la responsabilité de se mobiliser et de vendre les terres pour sauver Julien. Une fois qu'il se sera relevé, il vous achètera un terrain plus grand. Eliane est de toute façon stérile. Le fait que nous ne l'ayons pas renvoyé au fabricant est déjà un acte de charité énorme. J'ai franchi le seuil d'un pas lourd, mes talons claquant sèchement sur le parquet. J'ai regardé directement les deux visages méprisables qui tentaient d'extorquer mes parents. Mon père était allongé sur le fauteuil inclinable, tenant la poitrine, respirant lourdement. Ma mère se tenait à côté de lui, les larmes aux yeux. Fermez vos sales gueules. Mon cri était si froid et autoritaire que Julien et ma belle-mère ont sursauté et se sont retournés.
En me voyant, les yeux de Julien se sont illuminés comme s'il avait trouvé une bouée de sauvetage. Il s'est précipité pour attraper mon bras, mais je l'ai repoussé violemment. Eliane, te voilà. Où te cachais-tu, a-t-il exigé. Convainc tes parents de vendre les terres tout de suite. L'entreprise est sur le point d'être saisie. Les usuriers me poursuivent. Tu es ma femme. Tu as l'obligation de me sauver. De sauver notre entreprise. Notre entreprise? Tu n'as pas la nausée en disant ces mots, Julien, ai-je ricané. Quand tu étais au lit avec Chloé. Quand tu as falsifié ma signature, pour 5 millions pour acheter une villa à son nom. As-tu pensé à moi? Quand ta mère m'a maudite et m'a forcé à servir ta maîtresse? M'a-t-elle considéré comme une belle fille? Maintenant que tu es noyé sous les dettes, tu viens ici pour forcer mes parents à vendre leurs terres. Tu es plus bas qu'un chien de rue. Enragé. Toi, comment oses-tu nous parler comme ça? Ah, hurlait ma belle-mère. Tu es une belle fille. Comment oses-tu maudire ton mari et moi? Tes parents ne peuvent pas emporter leurs terres dans la tombe. Qu'y a-t-il de mal à les vendre pour sauver ton mari? Laisse-moi te dire, si tu n'obtiens pas l'argent, je ferai en sorte que Julien divorce de toi immédiatement et te laissera complètement ruiné. J'ai souri légèrement, la regardant comme si elle était un tas d'ordures. Puis, j'ai lentement ouvert mon sac à main de créateur, j'ai sorti une pile de documents prêts, rédigés, et je les ai jetés directement au visage de Julien. Les papiers sont tombés sur la table basse. Pas besoin que tu me forces, ai-je dit. Ce sont les papiers du divorce déjà signés par moi. Le bien commun, la maison hypothéquée, je te le cède. Dynamique Apex et la montagne de dettes que tu as créées en falsifiant, je te les cède. Je pars sans rien. Signe-les, puis, va épouser Chloé et adorer ton précieux héritier. Mais si tu touches à 1 centimètre des terres de mes parents, je te coupe les mains. Julien regarda, les yeux écarquillés, les lettres en gras, requêtes en divorce. Il ramassa les papiers, les mains tremblantes. Il n'était pas stupide. Il savait que s'il signait cet accord avec ses conditions de partage des biens, il assumerait officiellement 100% de la responsabilité du remboursement de la banque et des entrepreneurs. J'avais soigneusement stipulé dans la requête que toutes les hypothèques et les dettes de l'entreprise après la date de la signature étaient de la seule obligation personnelle du représentant légal, lui. Toi. Tu me tends un piège, balbutia Julien. Tu essaies d'esquiver la dette. Tu es la vice-présidente. Tu penses pouvoir t'en sortir? Je ne signerai pas. Tu dois assumer cette dette avec moi. Si tu ne vends pas les terres de tes parents, je t'emmènerai au tribunal et je te forcerai à partager le 5 millions. Oblié. Je m'approchai de Julien, mes yeux comme 2 lames de rasoir perçant sa lâcheté. Poursuis-moi en justice. Sur quelle base? As-tu oublié que j'ai le dossier prouvant que tu as falsifié ma signature pour hypothéquer la maison? As-tu oublié la pile de factures de perte que tu as personnellement falsifiée à mon nom pour légitimer ton détournement de fonds? Si tu ne signes pas ce papier de divorce tout de suite, demain matin, j'apporterai toutes ces preuves à la brigade financière. Tu ne perdras pas seulement la maison, Julien. La peine fédérale pour fraude électronique et falsification, de plus d'1 million d'euros, et de 15 à 20 ans. Veux-tu pourrir en prison ou veux-tu signer ça et tenter ta chance à l'extérieur? Choisis. Le visage de Julien devint cendré. Sa respiration devint lourde, ses yeux fuyants, frénétiquement dans une panique totale. Il savait que je ne bluffais pas. En entendant le mot prison, les jambes de ma belle-mère cédèrent et elle s'effondra sur le canapé. Prison? Pourquoi la prison? Julien, dis-moi. Quellement? Tu es un PDG. Qui oserait t'arrêter? J'ignorais ces pleurnicheries. Je claquai un stylo sur les papiers du divorce. Signe, si tu veux encore la liberté d'avoir ton mariage avec ta maîtresse, signe-le tous deux. Suite et fiche le camp de la maison de mes parents. Ne me force pas à appeler le shérif pour vous faire sortir comme des chiens errants. Julien prit le stylo, sa main transpirant abondamment. Il se mordit la lèvre. Jusqu'au sang. Il se trouvait à un carrefour, aller en prison immédiatement. Pour fraude, ou assumer une dette massive, mais garder sa liberté et s'accrocher à l'espoir de sa maîtresse et du bébé. Compte tenu de sa nature égoïste, stupide, bien sûr, il choisit cette dernière option. Il appuya sur le stylo, et griffonna sa signature sur la ligne du mari, me regardant avec une extrême méchanceté. Il hallucinait encore qu'il pourrait se sortir de cette situation, que la villa à Neuilly-sur-Seine était toujours en sécurité. Il n'avait aucune idée que c'était un pari qu'il ne pourrait jamais gagner. Et son jour du jugement dernier était déjà programmé par moi pour le jour exact qu'il attendait. Avec le plus d'impatience. Ce papier de divorce n'était que la première pelletée de terre sur sa tombe. Il a fallu exactement 2 semaines à partir du jour où Julien a serré les dents et signé les papiers du divorce pour que le tribunal prononce officiellement la dissolution du mariage. Une vitesse presque incroyable. Mais je savais que cette vitesse n'était pas une faveur du tribunal.
Julien avait utilisé les derniers centimes de son compte personnel pour soudoyer des intermédiaires afin d'accélérer le processus. Il courait contre la montre. Il voulait me mettre à la porte rapidement pour pouvoir légitimement faire entrer sa maîtresse par la grande porte. Et plus important encore, il pensait que ce jugement de divorce était sa carte de sortie de prison, le libérant de tout enchevêtrement avec moi. En sortant du palais de justice ce matin-là, le ciel était d'une clarté cristalline. L'atmosphère étouffante qui m'avait hanté pendant des mois avait complètement disparu. J'ai pris une profonde inspiration, sentant la liberté couler dans mes veines. Avant que je ne puisse descendre les marches, Julien m'a suivi de près. Il était vêtu d'un costume sur mesure de couleur claire. Ses cheveux étaient parfaitement coiffés en arrière. Il n'avait pas l'air d'un homme portant 5 millions d'euros de dettes bancaires et une entreprise en faillite. Au contraire, son visage rayonnait d'une extrême suffisance et d'arrogance. Alors, Eliane, tu l'as signé, s'est moqué Julien. Tu pars les mains vides. Pas de maison, pas de voiture, pas d'entreprise. Tu penses que tu m'as refilé la dette d'Apex et que tu as gagné? Tu es trop naïve. Je suis un PDG. J'ai des dizaines de façons de gérer ça. Au pire, je déclare la faillite de Dynamique, Apex. Je laisse la banque saisir l'ancienne maison. J'ai toujours la villa 2 Neuilly que j'ai soigneusement mise au nom de Chloé. Je peux recommencer. J'ai toujours une belle femme et un fils en route. Et toi, une femme stérile sans rien. On verra combien de temps tu survis à Paris. Je me suis arrêté et je me suis tourné pour regarder l'homme qui était, autrefois mon mari. Sa stupidité avait vraiment atteint l'illumination. Il pensait que transférer l'argent au nom de Chloé pour la villa était un coup de maître. Il pensait que la loi était une blague qu'il pouvait manipuler à sa guise. Tu es un grand calculateur, Julien, ai-je dit doucement. Si grand, que tu t'es mis la corde au cou, et que tu penses toujours que c'est une médaille de vainqueur. Accroche-toi à cette illusion. Je vous souhaite, à toi et à Chloé, une vie parfaitement heureuse dans cette villa. Assurez-vous d'organiser un mariage grandiose. Ne laissez pas l'héritier de la famille Lefebvre subir la moindre indignité. Je n'ai pas besoin que tu me le rappelles, a ricané Julien. À la fin de ce mois, Chloé et moi nous marions au Ritz. Je te ferai livrer une invitation directement pour que tu puisses voir à quel point je vis bien sans un obstacle comme toi. Julien a ricané et a descendu les marches. En bas, dans la rue, Chloé était assise dans une Mercedes blanche flambant neuve que Julien lui avait récemment achetée à crédit. Chloé a baissé la vitre, a délibérément baissé ses lunettes de soleil de créateur, m'a jeté un regard de pure pitié et m'a fait un petit signe de la main sans vergogne. Julien a ouvert la portière, est monté, et la voiture de luxe est partie en trombe, laissant derrière elle une fine traînée d'échappement. J'ai souri, j'ai sorti mon téléphone et j'ai appelé Me Perrin. Le café habituel était vide aujourd'hui. Me Perrin m'attendait dans le coin, une épaisse pile de documents juridiques sur la table. J'ai tiré une chaise et j'ai glissé le jugement de divorce vers lui. C'est fait légalement. Julien et moi n'avons plus aucun lien. Tous les actifs et les obligations de la dette de Dynamique Apex, plus l'hypothèque de 5 millions, ont tous été reconnus par le tribunal comme sa seule responsabilité sur la base de notre accord volontaire. Vous êtes brillante. Harry Me Perrin. Il se croit si malin en prenant toute la dette pour pouvoir épouser rapidement sa nouvelle femme et garder la villa. Mais il ne comprend manifestement pas les lois fédérales contre le blanchiment d'argent et les réglementations sur la confiscation des avoirs. Regardez ça. Me Perrin a ouvert le dossier, en montrant des lignes en gras marquées en rouge. J'ai soumis toutes les preuves de sa falsification de votre signature à la brigade financière. La BNP Paribas a également officiellement déposé une plainte pénale contre lui pour fraude électronique et détournement de fonds. Mais le plus important, les enquêteurs ont retracé le flux de ce 5 millions. Il est passé de Dynamique Apex directement sur le compte de Chloé, étiqueté comme un cadeau, puis elle a utilisé cet argent exact pour payer la villa de Neuilly-sur-Seine. En vertu de la loi, les actifs achetés avec des fonds illicites sont soumis à une saisie et une confiscation immédiate pour couvrir les dommages, quel que soit le nom figurant sur l'acte de propriété. C'est exact? Exactement, ai-je répondu. Le gel des avoirs sur la villa et les comptes bancaires de Chloé est sur le bureau du procureur, en attente d'une signature. Il pensait que cacher l'argent dans la poche de sa maîtresse était sûr, mais il a pratiquement emballé les preuves de blanchiment d'argent pour les fédéraux. J'ai bu une gorgée de thé chaud. Le piège parfait s'était refermé, coupant toute issue possible au traître. Julien pensait pouvoir déclarer faillite et s'enfuir avec l'argent. Il ne savait pas que les accusations de fraude et de falsification de documents lui coûteraient tout. La maison, l'entreprise, la villa, et lui achèterait un billet pour la prison pour des décennies. Pousser les enquêteurs et la banque, et je dis à Me Perrin. Je veux que les ordonnances de gel et les mandats d'arrêt soient exécutés exactement le 28 de ce mois. Le 28.
Y a-t-il un événement spécial ce jour-là? Pourquoi cette date précise? C'est le jour où Julien et Chloé se marient, et je dis, avec une lueur dangereuse dans les yeux. Toute sa famille élargie, ses amis et ses partenaires commerciaux seront là. Il veut un grand mariage pour se montrer au quoi monde, pour prouver qu'il a réussi et pour collecter des dons en espèces afin de sauver son entreprise. Je vais lui offrir le mariage le plus inoubliable de sa vie. Le cadeau de mariage que j'ai préparé doit lui être remis en plein milieu de la scène. Perrine m'a regardé, a légèrement frémi, puis a éclaté de rire. C'était un pari énorme, et je détenais la main gagnante absolue. Les méprisables meurent toujours de leur propre cupidité et de leur arrogance sans fondement. Dans les jours qui ont suivi, alors que j'étais occupé à diriger Novatech Solutions et à signer continuellement des contrats massifs avec les anciens partenaires d'Apex, Julien et Chloé se noyaient dans leurs propres illusions. Ils jetaient l'argent par les fenêtres, louant la salle de bal VIP du Ritz, commandant des milliers de roses importées et engageant les photographes les plus chers de la ville. Ils n'avaient aucune idée que l'argent qu'ils dépensaient était de l'argent liquide à taux d'intérêt élevé emprunté à des prêteurs privés douteux, espérant utiliser les dons en espèces du mariage pour le rembourser. Ils organisaient des funérailles spectaculaires pour leur propre vie. Et j'allais être l'invité d'honneur, témoin de leur dernier moment de gloire plongeant dans l'obscurité absolue. Le 28 du mois est arrivé. Le ciel au-dessus de Paris était d'une clarté cristalline. Dans la plus grande salle de bal du Ritz, le mariage de Julien et Chloé se déroulait dans un décor d'une extravagance absolue. Des milliers de roses équatoriennes pourpres étaient disposées en arches massives. Des lustres, en cristal, projetaient une lumière scintillante sur des tables drapées de soie blanche. De la musique classique flottait dans l'air, créant une coquille parfaite de fausse prospérité. Exactement à 11h30, je suis sorti d'une berline de luxe conduite par le chauffeur de mon entreprise et je suis entré élégamment dans le hall de l'hôtel. Je ne portais plus les vêtements sombres et soumis que je portais autrefois. Je portais une superbe robe de soirée vert émeraude à épaules, dénudée avec une fente de bon goût soulignant ma silhouette, associée à des bijoux en perles élégants mais incroyablement chers. Mes cheveux tombaient en vagues volumineuses et mes lèvres étaient peintes d'un rouge vif. Je marchais, avec une telle fierté et un tel éclat que tous les yeux du foyer se sont tournés vers moi. Dans ma main, je tenais l'invitation bordée d'or que Julien avait intentionnellement envoyée à mon bureau pour affirmer sa domination. En m'approchant de la table d'accueil, j'ai vu mon ancienne belle-mère. Elle portait une robe en velours rouge criarde et pailletée, riant bruyamment tout en collectant des enveloppes d'argent des invités. Au moment où elle m'a vu, son sourire a instantanément disparu. Il a été remplacé par le choc, suivi de son regard habituel de profond mépris. « Mon Dieu, tu as le culot de te montrer ici ?» a-t-elle craché. « Julien ne t'a envoyé une invitation que pour t'énerver. Je ne pensais pas que tu serais assez effronté pour vraiment venir. Regarde-toi, drapé dans de fausses contrefaçons de créateurs. Tu es venu mendier la pitié? Ou tu essaies de gâcher le grand jour de ma famille? Si tu es intelligente, tu vas sortir tout de suite avant que j'appelle la sécurité. » J'ai souri d'un sourire radieux mais glacial. J'ai doucement posé une enveloppe, très fine sur la table d'accueil. « Surveillez votre langage, Marthe. Je suis ici avec une invitation valide. De plus, aujourd'hui est le grand jour de votre fils, et j'ai apporté un cadeau très spécial. Un cadeau que je garantis que toute votre famille se souviendra pour le reste de sa vie. Économisez votre énergie et profitez de la fête. » Avant qu'elle ne puisse réagir, je suis passé devant elle et je suis entré directement dans la salle de bal, choisissant une table vide dans un coin isolé qui offrait une vue parfaite sur la scène. Les 70 tables étaient pleines. J'ai balayé la salle du regard et j'ai remarqué que de nombreux anciens partenaires de Dynamic Apex étaient manifestement absents. Julien n'avait réussi à inviter que des parents de province, quelques connaissances vénales et ses compagnons de beuverie. Une musique majestueuse a commencé à jouer. Le maître de cérémonie est monté sur scène en utilisant sa voix la plus retentissante pour annoncer le début de la cérémonie. Les grandes portes en chêne se sont ouvertes. Julien, vêtu d'un smoking blanc, immaculé, est entré au bras de Chloé, qui portait une énorme robe de bal, bouffante pour cacher son ventre qui s'arrondissait. Ils ont descendu le tapis rouge, leur visage rayonnant de bonheur. Des applaudissements tonitruants ont éclaté. Ma belle-mère se tenait à la table VIP, essuyant continuellement de fausses larmes, l'air absolument comblé. « Mesdames et messieurs, » a annoncé le maître de cérémonie. « Aujourd'hui, nous nous réunissons pour assister à l'apogée de l'amour. Le marié, Julien Lefebvre, un entrepreneur à succès, et la mariée, la belle Chloé Martin. Applaudissons massivement pour bénir l'heureux couple. » Ils sont montés sur scène. Julien a pris le micro, s'est raclé la gorge, prêt à prononcer un discours cliché sur l'amour et le succès. Mais au moment même où il a ouvert la bouche, un bruit assourdissant a éclaté de l'entrée principale de la salle de bal. Les immenses portes en chêne ont été violemment poussées. Tous ont
dans la salle a cessé instantanément. La musique a été coupée. Tout le monde s'est tourné pour regarder les portes. Entrant dans la salle de bal, il n'y avait pas d'invités en retard, mais une escouade de personnes en uniforme. En tête du groupe, 2 détectives en civil exhibaient leurs insignes, suivis de près par des policiers en uniforme, un représentant du parquet et 3 agents de la BNP Paribas. Leurs visages étaient froids et sévères, portant la lourde pression de la loi, qui a instantanément étouffé la salle luxueuse. La foule a eu un hoquet. Des chuchotements ont éclaté, comme une ruche dérangée. Sur scène, tout le sang a quitté le visage de Julien. Le micro a glissé de sa main, heurtant le sol avec un crissement perçant. Chloé est devenue pâle, s'accrochant fermement au bras de Julien, ses jambes tremblant si fort qu'elle a failli s'effondrer. À la table VIP, ma belle-mère est restée figée, la bouche grande ouverte. Le détective principal a fait de longues enjambées régulières directement vers la scène, ignorant complètement les regards choqués des invités. Il a sorti un mandat estampillé de son dossier et l'a brandi juste devant le visage de Julien. Sa voix autoritaire a résonné clairement dans le système de sonorisation de l'hôtel. Julien Lefebvre, nous sommes de la brigade financière. Nous avons un mandat d'arrêt contre vous, concernant la falsification de documents légaux et le détournement frauduleux de 1,5 million d'euros de la BNP Paribas. Vous êtes priés de nous suivre. La foule a éclaté en un chaos absolu. Des cris et des bavardages frénétiques ont rempli la pièce. Les parents qui venaient d'adorer Julien comme un dieu de la richesse se sont rapidement éloignés, le regardant comme s'il avait la peste. Non, vous avez fait une erreur, a crié Julien en se débattant désespérément. Je suis un PDG. Je n'ai fraudé personne. Cette maison était à moi. Je l'ai juste hypothéquée pour les affaires. Vous n'avez pas le droit de m'arrêter au milieu de mon mariage. Chloé, appelle mon avocat. Appelle-le tout de suite. Julien s'est débattu et a lutté en vain alors que les menottes en acier froid se refermaient solidement autour de ses poignets. Au même moment, le représentant de la banque s'est avancé, tenant une autre pile de documents, et a lancé un regard glacial à Chloé. Mademoiselle Chloé Martin, le 1,5 million d'euros que Julien Lefebvre a détourné a été transféré directement sur votre compte pour acheter la villa à Neuilly-sur-Seine. Cette propriété a été acquise avec des fonds illicites. Nous avons une ordonnance du tribunal, gelant vos comptes bancaires et autorisant la saisie immédiate de la propriété. Pour recouvrer les dommages, vous êtes sommé de quitter les lieux et de remettre la propriété aux autorités cet après-midi. Quoi? De quelle absurdité parlez-vous? A hurlé Chloé, sa façade se brisant. Cette villa est à mon nom. C'est ma propriété. Julien me l'a donnée. Vous n'avez pas le droit de la prendre. Julien, dis quelque chose. La villa est à moi. Je porte ton enfant. Vas-tu les laisser me jeter à la rue? Chloé se lamenta hystériquement, son maquillage lourd coulant sur son visage. Elle se jeta en avant, essayant de griffer et de s'agripper au faillis, mais fut rapidement repoussée par un officier. Oh mon Dieu, Julien, mon précieux petit-fils, se lamenta ma belle-mère, incapable de supporter le choc. Vous piégez mon fils. C'est un PDG. Elle poussa un cri horrible et s'effondra sur le sol, s'évanouissant sur place. Plusieurs parents se précipitèrent, l'éventant frénétiquement. Une scène chaotique et tragique se déroula sur la scène la plus glamour, devant des centaines d'invités médusés. Je suis resté assise tranquillement à ma table d'angle, levant élégamment mon verre de vin rouge à hauteur des yeux et le faisant tourner doucement. La lumière du lustre a capté le vin, le faisant scintiller. J'ai pris une gorgée, laissant les saveurs amères et douces se mélanger en glissant dans ma gorge. Un mariage trempé de larmes. Une pièce parfaite avait atteint son final, dirigé, exactement comme je l'avais prévu. L'arrogance, l'argent sale, les mensonges, tout cela a été réduit en cendres en un clin d'œil. Le traître goûtait enfin à ce que c'était d'être dépouillé de tout. Sa dignité piétinait devant des centaines de personnes. Je me suis levé lentement, j'ai attrapé mon sac de créateur et je me suis dirigé gracieusement vers la sortie. En passant devant la scène, les yeux désespérés et maniaques de Julien ont croisé les miens. Il s'est débattu, criant mon nom avec un mélange de haine pure et de supplication pathétique. Mais je ne me suis pas arrêté. Je n'ai même pas pris la peine de lui jeter un regard de pitié. Son voyage en enfer ne faisait que commencer, et la vérité la plus cruelle l'attendait encore. Après l'exécution de l'arrestation, la salle de bal ressemblait à un champ de bataille. Les invités se bousculaient pour partir, personne ne touchant une seule assiette de nourriture. Les parents qui l'avaient adulé s'enfuirent en panique, terrifiés d'être liés à l'enquête criminelle. À l'intérieur de la salle d'attente VIP de l'hôtel, où la police effectuait les formalités préliminaires, avant de transporter Julien au commissariat, l'air était lourd d'humiliation et de désespoir. Ma belle-mère avait repris conscience, et était assise sur le canapé, sanglotant de manière incontrôlable. Julien était assis la tête baissée, les mains menottées posées sur ses genoux,
tremblant de tout son corps comme un chien battu. Je suis entré dans la salle d'attente, mes talons claquant rythmiquement sur le tapis rouge. En me voyant, la police ne m'a pas arrêté. Mes parrains se tenaient avec eux et avaient expliqué que j'étais une partie concernée et la victime initiale de la fraude. Chloé était assise dans le coin, sa coiffure élaborée en ruine, sa robe de mariée froissée. Quand elle m'a vu entrer, ses yeux n'avaient plus la dominance arrogante d'une gagnante. Ils n'étaient remplis que de panique. Quand elle a entendu le représentant de la banque confirmer que la villa était saisie, son masque de victime innocente et fragile était complètement tombé. Pas de biens, pas d'argent. Le PDG auquel elle s'accrochait n'était plus qu'un criminel. Fauché. Julien leva les yeux, ses yeux injectés de sang, et fixa Chloé avec une supplication désespérée. « Chloé, ma chérie, calme-toi. Je demanderai à mon avocat de s'en occuper. Rentre à la maison, emballe tous tes bijoux et tes montres, vends la voiture et utilise l'argent pour me faire sortir sous caution. Fais-moi juste sortir sous caution, et je trouverai un moyen. Nous avons toujours notre enfant. Tu dois m'attendre. » T'attendre? Payer ta caution? Chloé se leva brusquement, pointant son doigt droit sur le visage de Julien, sa voix stridente et résonnant dans la pièce. « Tu m'as menti. Tu as dit que tu étais un PDG milliardaire. Tu as dit que tu avais l'argent pour m'acheter une villa. Il s'avère que c'était de l'argent frauduleux hypothéqué sur la maison de ton ex-femme. Maintenant, la villa est partie et je suis sans abri. Et les bijoux dans la voiture, ce sont les miens. N'y pense même pas. Je ne suis pas assez stupide pour vendre mes affaires pour sauver un criminel fauché comme toi. Amy. Quoi? Qu'est-ce que tu dis, Chloé? A haleté ma belle-mère. Tu es la belle-fille de cette famille. Tu portes le sang Lefebvre. Tais-toi, vieille folle stupide, a rétorqué Chloé. Qui est ta belle-fille? Tu pensais que je voulais vraiment le titre d'être mariée à un escroc? J'étais avec lui. Pour la villa et l'argent. Maintenant, c'est un perdant fauché qui va en prison. Tu penses que je vais me promener avec ce ventre et lui rendre visite en prison? Pour le reste de ma vie? Toi et lui, vous pouvez aller mourir ensemble, déchet, inutile. Je suis resté les bras croisés, un sourire narquois aux lèvres, en regardant cette tragédie familiale se dérouler sous mes yeux. Le traître était maudit, méprisé par sa propre maîtresse comme s'il était moins qu'un chien. Ma belle-mère, qui m'avait mise à la porte pour accueillir cette reine, était maintenant si violemment humiliée par elle qu'elle ne pouvait même pas parler. Julien regarda, incrédule. La femme qui, il y a à peine une heure, lui, chuchotait des mots doux et descendait l'allée avec lui, avait révélé sa vraie nature de sensu. Toi. Comment oses-tu? Suffoqua Julien. J'ai quitté ma femme pour toi. J'ai falsifié des documents et volé 5 millions juste pour t'acheter une maison. J'ai tout fait pour toi. Et tu te retournes contre moi. Si tu ne te soucies pas de moi, pense au moins au fils dans ton ventre. C'est ma chair et mon sang. Chair et sang? Un fils? Je fis un pas en avant, brisant la dispute. Bruyante. Je sortis une enveloppe marron de mon sac et l'ouvris lentement. Julien, es-tu toujours aussi confiant à propos de cette grossesse? Ta stupidité m'étonne sincèrement. Je sortis une pile de documents médicaux portant cache rouge du meilleur hôpital de maternité de la ville et les jetai sur la table basse juste devant Julien et sa mère. Lisse. Les dossiers prénataux de Chloé. Le jour où elle est entrée dans notre maison, elle s'est vantée d'être enceinte de 12 semaines. En réalité, elle l'était à peine de 6 semaines. Et plus important encore, voici les résultats du test ADN NIPT, dont mon ami a grassement payé une infirmière pour en obtenir une copie. Je me tournai pour regarder Chloé. Mes yeux, vifs comme des rasoirs, se fixèrent sur la terreur pure qui montait sur son visage. Mademoiselle Chloé, voudriez-vous expliquer à Julien qui est le vrai père de ce bébé? Est-ce le chauffeur de camion ou le DJ de la boîte de nuit que vous fréquentez? Ou dois-je lire son numéro de sécurité sociale à voix haute pour tout le monde ici? La pièce devint silencieuse comme la mort. Les yeux de ma belle-mère se révulsèrent, un bruit de râle sortant de sa gorge comme si elle suffoquait. Julien baissa les yeux sur les résultats de l'ADN. Les lettres en gras, 0% de probabilité de paternité, écrasèrent la toute dernière once d'espoir et de fierté patriarcale qui lui restait. Il n'avait pas d'héritier. Il n'avait pas de fils. Il n'était rien d'autre qu'un colossal et stupide substitut qui avait détruit son mariage, troqué sa carrière et s'était envoyé en prison, tout ça, pour élever l'enfant d'un autre homme. Toi, tu mens. Les papiers sont faux. Balbutia Chloé en reculant, de la sueur froide coulant sur son front. Julien, ne crois pas cette folle. Elle me déteste. Elle me piège. Mais. Ça. Mais. Faible défense et ses yeux qui fuyaient frénétiquement avouaient tout. Ah, toi. Je vais te tuer. Julien poussa un rugissement barbare, comme une bête acculée. Il se jeta en avant comme un fou, ignorant ses poignets menottés,
donnant un coup de tête à Chloé en plein dans la poitrine et lui donnant des coups de pied sauvages. Il avait perdu la raison. Cette vérité brutale avait complètement détruit sa dernière défense psychologique. Il a perdu sa femme, perdu son entreprise, faisait face à des accusations de fraude de 1,5 million. Et maintenant, sa fierté suprême, son enfant, était une escroquerie. Spectaculaire. Privé d'amour, privé d'argent, privé de sa lignée. Le karma était arrivé trop vite et trop impitoyablement. Au secours. Aidez-moi. Il est fou. Chloé tomba lourdement au sol, se tenant le ventre et criant. Les policiers ont immédiatement maîtrisé Julien, utilisant la force pour le maintenir face contre terre. Ma belle-mère s'est tenue la poitrine, pleurant silencieusement, s'effondrant contre le bord du canapé. Debout, j'ai regardé froidement la scène chaotique et immonde des gens qui m'avaient piétiné, sans ressentir la moindre pitié, pas la moindre sympathie. Chaque parcelle de douleur que j'avais endurée la nuit pluvieuse de notre 5e anniversaire, il la payait maintenant des milliers de fois. Julien, ma mère m'a toujours dit, plus on monte haut, plus la chute est dure. Ai-je dit doucement. Tu voulais monter une pièce de théâtre, alors je t'ai laissé la jouer jusqu'à la toute dernière scène. Maintenant, profite de ton cadeau de mariage. Il n'y a pas de repas gastronomique en prison, alors, j'espère que tu te comporteras bien. Je tournai les talons et sortis résolument de la pièce. Derrière moi, les cris de Julien, les gémissements de Chloé et les grognements de ma belle-mère se fondaient en une symphonie parfaitement tragique. Les masques étaient tombés, la vérité nue était exposée. Ils avaient pris le couteau et s'étaient entretués. Et je suis sorti dans la lumière avec la fierté d'une femme qui avait personnellement reconquis sa propre dignité. La vengeance la plus douce n'est pas de se salir les mains. C'est de laisser des gens méprisables s'entre-déchirer, jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. À peine un mois après ce jour fatidique au Ritz, la situation de ceux qui m'avaient fait du tort a pris une tournure remarquablement sombre et sordide. Là, BNP Paribas a agi avec une rapidité sans précédent. Les ordonnances de saisie des avoirs ont été exécutées immédiatement. L'ancienne maison à nos deux noms, que Julien avait falsifié ma signature pour hypothéquer, a été saisie, scellée. Ensuite, la luxueuse villa de Neuilly-sur-Seine que Julien avait achetée avec les 1,5 million d'euros de fonds volés a été bouclée avec du ruban rouge et saisie par les autorités pour restitution. Julien est resté en détention, en attente de son procès. Quant à Chloé, la briseuse de ménage, elle ne m'a certainement pas déçu en ce qui concerne sa nature froide et pragmatique. La nuit même où le mariage s'est effondré, profitant du fait que les autorités n'étaient pas encore arrivées pour boucler la villa, Chloé a balayé la maison, emballant tous les bijoux en diamants, les montres Rolex, les sacs de créateurs, et vidant complètement le dernier centime d'argent liquide du coffre-fort de Julien avant de s'enfuir sans laisser de traces. Elle a impitoyablement poussé ma belle-mère par la porte d'entrée au milieu de la nuit, ne la laissant rien emporter d'autre que les vêtements qu'elle portait. Un vendredi après-midi, une forte pluie tombait sur Paris. J'étais assise dans mon bureau au 35e étage de Novatech Solutions, parcourant de nouveaux contrats, d'une valeur de millions de bénéfices. Une tasse de thé à la camomille dégageait un doux parfum sur mon bureau. Soudain, la ligne interne a sonné. C'était la réceptionniste du hall. Mademoiselle Dubois, il y a une femme âgée très débraillée ici dans le hall qui insiste pour vous voir. Elle pleure de façon hystérique, en disant qu'elle est votre belle-mère. La sécurité a essayé de l'escorter dehors, mais elle s'est jetée par terre, criant et faisant une crise de nerfs, provoquant une scène. Voulez-vous que la sécurité la retire de force? Einheim? Je fronçai légèrement les sourcils, posant mon stylo. Un demi-sourire se dessina sur mes lèvres. Ma belle-mère, la reine qui se frappait la poitrine et forçait sa belle-fille à s'effacer pour son précieux héritier. Pas besoin de force, dis-je calmement. Laissez-la là. Je vais descendre la voir moi-même. J'ai pris l'ascenseur jusqu'au rez-de-chaussée. En sortant, une vision vraiment pathétique s'est offerte à mes yeux. La femme assise sur le sol en marbre poli était bien mon ancienne belle-mère. Mais elle ne portait plus de robe de velours perlé, de collier en or ou de sac de créateur. Elle portait des vêtements sales, déchirés et trop grands. Ses cheveux grisonnants étaient un fouillis emmêlés et humides. Les sandales en plastique à ses pieds étaient usées. À côté d'elle se trouvait un sac poubelle rempli de bouteilles en plastique, vide et de cartons cassés. Si je n'avais pas regardé de près son visage creux et ridé et ses yeux enfoncés et fuyants, je n'aurais sincèrement pas cru que c'était la femme qui me pointait du doigt et m'insultait. En me voyant sortir dans un costume blanc impeccable, des talons rouges vifs, portant l'aura d'une PDG, ma belle-mère a agi comme si elle avait trouvé une bouée de sauvetage dans une inondation. Elle a rampé sur le sol, se jetant en avant pour attraper mes chevilles, les larmes et la morve coulant sur son visage, taché de saleté. Eliane. Eliane, mon enfant. C'est moi,
Ta mère. Je t'ai enfin trouvé. Sauve-moi, s'il te plaît. Je meurs de faim. Je reculai froidement, arrachant avec force ma jambe de ses mains immondes. Le contact physique me dégoûtait. Surveillez votre langage, dis-je sèchement. J'ai divorcé de votre fils. Le tribunal l'a décidé noir sur blanc. Je n'ai pas de mère aussi traîtresse et cruelle que vous. Que faites-vous ici? Eliane, j'ai eu tort. Je m'excuse 1 million de fois, balbutia-t-elle. 7. Méchante Chloé m'a trompé. La nuit où Julien a été arrêté, 7. A volé tout. L'argent et les bijoux et m'a mise à la rue. La banque a tout saisi. Je n'ai pas un seul centime. Mes parents m'ont tous tourné le dos. Personne ne répond à mes appels. Depuis plus d'1 mois, je dors sous un pont, fouillant dans les poubelles juste pour trouver quelque chose à manger. Eliane, au nom des 7 ans, où j'ai été ta belle-mère pendant que tu étais mariée à Julien, donne-moi un endroit où rester. Tu es une PDG. Maintenant, tu es si riche. Donne-moi juste un bout de nourriture. Laisse-moi être la concierge et balayer tes sols. N'importe quoi, je t'en supplie. Elle joignit les mains, s'inclinant à plusieurs reprises à mes pieds. Les employés et les clients qui traversaient le hall se sont arrêtés, pointant du doigt et chuchotant. Mais je ne me souciais pas du jugement des étrangers. Là, pitié était un luxe que je ne gaspillerais absolument jamais sur les personnes qui m'avaient impitoyablement poussé au bord d'une falaise. Au nom de 7 ans, ai-je ricané. Tu as le culot de mentionner ces 7 ans? Pendant 7 ans, je me suis tué à la tâche pour subvenir aux besoins de cette maison, te servant chaque repas, répondant à chacun de tes besoins. M'as-tu jamais montré la moindre pitié? Cette nuit pluvieuse de notre 5e anniversaire, quand ton fils a ramené sa maîtresse enceinte à la maison, qu'as-tu dit? Tu m'as traité de femme stérile et tu m'as dit de sortir dans la rue pour faire de la place à ton précieux héritier. Je me suis penché, regardant directement dans ses yeux terrifiés et troubles. Ma voix n'était pas forte, mais chaque mot tranchait l'air comme la lame d'un boucher. Quand tu as applaudi alors que ton fils me giflait, quand tu m'as forcé à faire la lessive et à cuisiner du bouillon d'os pour Chloé, as-tu pensé à la pitié? Tu étais si fier, n'est-ce pas? Tu as pris cette fausse échographie et tu l'as exhibée à toute la famille, m'humiliant devant tout le monde. Où est ton précieux héritier maintenant? Pourquoi n'irais-tu pas trouver ce chauffeur de camion et lui demander ton petit-fils? Pourquoi n'irais-tu pas trouver Chloé et exiger qu'elle prenne soin de toi? Pourquoi venir à moi? Je suis les ordures que tu as crachées et maintenant tu veux les lécher? Eliane, j'étais possédée. J'étais confuse, se lamenta-t-elle. Je sais que mes péchés sont lourds. Mais Julien va en prison et je suis vieille et malade, sans nulle part où aller. Tu es tout ce qu'il me reste. S'il te plaît, sois généreuse. Pardonne une vieille femme juste pour cette fois. Je me suis redressé, croisant les bras sur ma poitrine, mes yeux aussi froids qu'un glacier. Le karma était venu la chercher. Et honnêtement, c'était encore trop tard. Pensait-elle que j'étais un refuge? Écoutez-moi attentivement, ai-je dit. À partir de la seconde où vous m'avez poussé hors de cette maison pour accueillir un déchet à l'intérieur, vous avez personnellement coupé votre propre bouée de sauvetage. N'essayez pas de me faire du chantage affectif avec votre vieillesse. Vous récoltez ce que vous semez. Prenez votre temps pour mâcher le fruit amer que votre propre cupidité a produit. Je me suis tourné vers les 2 grands agents de sécurité qui attendaient à proximité. Messieurs, veuillez escorter cette femme hors du bâtiment. Si elle continue à causer des troubles, appelez la police et faites-la arrêter pour violation de propriété et trouble à l'ordre public. Mon entreprise n'est pas un refuge pour sans-abri. Eliane, ne sois pas si sans cœur. Tu es un monstre de sang-froid. Dieu te punira. Quand Julien sortira de prison, il ne te laissera pas t'en tirer comme ça. Lâchez-moi. Lâchez-moi. Je tournai les talons et me dirigeai directement vers l'ascenseur, ignorant complètement ses cris et ses malédictions désespérées alors que les agents de sécurité la traînaient par les aisselles sous la pluie battante. Les portes vitrées se fermèrent, coupant complètement leur monde immonde. Je suis entré dans l'ascenseur et j'ai pris une profonde inspiration. Pas de culpabilité, pas de remords. Quand quelqu'un vous pousse à la limite absolue de la douleur, votre cœur forme naturellement une armure impénétrable. Punir fermement le mal est la seule façon de protéger sa propre bonté. 6 mois plus tard, le procès fédéral pour fraude électronique, détournement de fonds et falsification de Julien Lefebvre a officiellement commencé. Ce jour-là, j'étais présente au tribunal en tant que partie impliquée et victime. Je portais un tailleur pantalon noir sophistiqué, exudant éclat et confiance en moi alors que j'entrais dans la première rangée de la salle d'audience. L'atmosphère dans la salle d'audience était solennelle et froide. Quand les portes se sont ouvertes, des agents fédéraux ont escorté Julien, le plaçant au banc des accusés.
La salle est devenue silencieuse comme la mort. Je pouvais à peine reconnaître l'homme qui était autrefois mon mari. Il n'était plus le PDG lisse et arrogant aux cheveux coiffés. Julien était maintenant squelettique, ses pommettes saillantes. Sa tête était rasée, et il était englouti par une combinaison de prison surdimensionnée. Sa peau était pâle, ses yeux enfoncés et vides, remplis de peur et de regret. À peine 6 mois en détention provisoire, en attente de son procès, et il avait l'air d'avoir vieilli de 10 ans. Assise dans la rangée derrière moi se trouvait ma belle-mère. Elle était blottie. Dans un coin, frêle et émaciée, ses yeux injectés de sang pleurant, continuellement en regardant son fils. Depuis quelques mois, elle survivait entièrement de la charité d'un refuge pour sans-abri local. Le procès a commencé. Le procureur fédéral a lu l'acte d'accusation à voix haute et claire. Chacun des crimes de Julien a été mis à nu devant la loi. Avoir falsifié la signature de sa femme pour hypothéquer un bien commun d'une valeur de 1,5 million d'euros et avoir utilisé les fonds détournés à des fins personnelles avec l'intention de les blanchir en achetant un bien immobilier. Nom de sa maîtresse. Les relevés bancaires et l'analyse graphologique étaient irréfutables. Pendant la défense, l'avocat de Julien a tenté de plaider la clémence, affirmant que Julien n'avait pas de casier judiciaire et que ses actions étaient en partie dues à un manque de compréhension juridique et au fait d'être aveuglé par l'émotion. Cependant, face aux preuves irréfutables, tous les arguments de la défense étaient incroyablement faibles. Avant que le juge ne se retire pour délibérer sur la peine, il a permis à l'accusé de faire une dernière déclaration. Julien a tremblé en s'agrippant au pupitre en bois. Il a lentement tourné la tête, ses yeux désespérés cherchant ma silhouette dans la galerie. Ses yeux se sont remplis de larmes. L'arrogance du passé avait été réduite en poussière par la dure réalité. Il a plié les genoux, et est soudainement tombé au sol en plein milieu de la salle d'audience, tournant vers moi. Au même moment, ma belle-mère s'est précipitée hors de son siège, s'est jetée sur le sol froid et a commencé à sangloter bruyamment. « Eliane, j'ai eu tort. J'ai eu tellement tort », a pleuré Julien. « J'ai été ensorcelé par ce démon. C'est pour ça que je t'ai perdu. J'ai perdu notre famille. Ces mois en prison ont été pires que la mort. Chaque nuit, je pense au jour où nous avons lutté ensemble pour construire l'entreprise. Je suis un salaud. Je suis un animal d'avoir trahi une femme loyale comme toi. Eliane, je t'en supplie. Aie pitié et sauve-moi. Tu es la victime. Si tu écris juste une lettre au juge demandant la clémence, le tribunal sera indulgent avec moi. Je t'en supplie. Donne-moi une chance de recommencer. Eliane, je t'en supplie. Je m'incline devant toi, a gémi ma belle-mère. Sauve Julien. S'il va en prison pour plus d'une décennie, comment vais-je survivre? S'il te plaît, aie pitié de lui. Vous avez été mari et femme pendant 7 ans. Écris la lettre, Eliane. La salle d'audience a éclaté en chuchotements. Tous les yeux se sont fixés sur moi. Certains étaient curieux, d'autres attendaient de voir si cette femme s'adoucirait aux larmes tardives de son ex-mari. Je me suis levé lentement, ma posture inébranlable par leur pathétique spectacle. J'ai regardé droit dans les yeux de Julien, ma voix claire et de fer, résonnant dans la salle d'audience silencieuse. Julien, Marthe, n'utilisez pas le mot amour pour polluer la dignité de cette salle d'audience. Êtes-vous plein de remords? Non, vous ne regrettez pas de m'avoir fait du mal. Vous regrettez seulement d'avoir été pris. Quand vous m'avez giflé au sol. Quand vous m'avez traité de parasite. Quand vous avez signé les papiers du divorce, pour me refiler toute la dette afin de pouvoir vous enfuir avec votre maîtresse. Vous êtes-vous souvenu de notre amour? Puis, je suis sorti de l'allée, me tenant directement en face de lui. Vous me suppliez pour une chance de vivre, alors, qui m'a donné une chance quand vous m'avez jeté à la rue les mains vides? La loi n'est pas un jeu que vous pouvez piétiner quand vous en avez envie et supplier pour de la pitié quand vous avez peur. La pilule amère que vous avalez aujourd'hui est issue des graines de votre propre avidité, de votre luxure et de votre cruauté. Vous voulez recommencer? Très bien. Allez en prison, enlevez ce faux costume de PDG, mettez votre uniforme de détenu et passez les 15 prochaines années à apprendre à redevenir un être humain. Quant à moi, absolument aucune lettre de clémence ne sera jamais écrite par Eliane Dubois. Je fais confiance à la loi pour rendre une véritable justice. Ayant parlé, je me suis retourné de manière décisive et je suis retourné à ma place. Mes paroles inflexibles ont frappé Julien comme une condamnation à mort. Il s'est effondré contre le pupitre en bois, hurlant comme une bête dont la gorge avait été tranchée. Ma belle-mère s'est évanouie pour la 2e fois et a dû être transportée par les huissiers de justice à l'infirmerie. 15 minutes plus tard, le juge est revenu. Il s'est levé, sa voix autoritaire, alors qu'il lisait la sentence. Sur la base des lois fédérales, le tribunal estime que les actions de l'accusé, Julien Lefebvre, sont exceptionnellement graves, causant un préjudice financier important aux personnes et aux institutions
et démontrant un mépris flagrant de la loi. Le tribunal condamne l'accusé, Julien Lefebvre, à 3 ans pour falsification et à 12 ans pour fraude électronique et détournement de fonds. Les peines seront purgées, consécutivement, pour un total de 15 ans de prison. L'accusé est condamné à verser une restitution intégrale de 1,5 million d'euros à la BNP Paribas. Les ordonnances de confiscation des avoirs resteront en vigueur pour garantir le respect de la peine. Le bruit sec du marteau a résonné dans la salle, clôturant une affaire et clôturant officiellement la vie d'un homme méprisable. 15 ans de prison, une peine plus que méritée pour ce qu'il avait fait. Les marshals ont relevé Julien et l'ont escorté jusqu'au fourgon blindé qui attendait dans la cour. J'ai regardé sa silhouette frêle disparaître derrière les lourdes portes en acier. La longue tragédie de la douleur et de la trahison avait enfin baissé le rideau. Une fin parfaitement satisfaisante et juste pour tout le monde. Le filet de la justice est large et rien ne lui échappe. Les méchants ont finalement dû payer, avec le reste de leur vie derrière des barreaux de fer. Paris est entré en décembre. Le temps était vif et le vent glacial soufflait. Dans les rues de la ville. Debout sur le balcon de mon penthouse de luxe situé, dans l'immobilier le plus prestigieux du centre-ville, j'ai entouré de mes mains une tasse chaude de thé à la camomille, regardant les millions de lumières scintillantes encontreras. Un an s'était écoulé depuis cette nuit fatidique et orageuse. Une année de haut et de bas sauvages, des profondeurs les plus profondes de l'humiliation et du traumatisme à se relever, à sortir les griffes et à exiger la justice, et enfin, à goûter le fruit sucré de ma propre fierté. Novatech Solutions, sous ma direction, a connu une croissance exponentielle. En m'appuyant sur la confiance de nos anciens partenaires, je me suis développé sur les marchés internationaux, triplant le chiffre d'affaires que nous n'avions jamais eu chez Dynamic Apex. J'ai acheté ce penthouse moi-même et j'ai acheté une voiture de luxe en utilisant l'argent gagné entièrement grâce à mon propre cerveau et à mon travail acharné. Tout dans ma vie se déroulait maintenant sans heurts, paisiblement et de manière si brillante que cela rendait les gens envieux. En repensant au parcours, je me demande parfois si Julien n'avait pas ramené sa maîtresse à la maison le jour de notre anniversaire, s'il ne m'avait pas giflé au sol, où serais-je aujourd'hui? Je serais probablement resté une épouse cachée dans l'ombre, endurant les abus quotidiens de ma belle-mère, drainant ma force vitale pour construire un empire pour un traître sans jamais connaître la vérité. Cette gifle, cette cruauté s'est avérée être la bénédiction ultime. Elle a réveillé le respect de soi d'une femme. Elle m'a appris que dans ce monde, à part les parents qui vous ont donné naissance, les seules choses qui ne vous trahiront jamais sont vos propres capacités et l'argent sur votre propre compte en banque. Les gens chuchotent toujours que le plus grand profit d'une femme dans le mariage est un enfant et qu'elle devrait tout sacrifier pour un foyer paisible. Mais le sacrifice aveugle ne crée que des monstres ingrats. Si vous reculez, ils penseront que vous êtes inutile. Si vous endurez et vous soumettez, ils penseront que vous êtes une lâche, facilement manipulable. Le mariage n'est pas une partie de poker où nous parions toute notre vie et nos biens sur un homme. Les hommes peuvent vous protéger quand le soleil brille. Mais quand la tempête frappe, ils pourraient très bien être ceux qui apportent l'ouragan. L'arme la plus affûtée d'une femme n'est pas sa beauté, ni ses larmes, désespérées, ni les disputes dans la rue. Nos armes ultimes sont notre intelligence, notre indépendance financière et un calme froid et tranchant dans nos âmes. Quand vous avez de l'argent, du pouvoir et des capacités, vous avez le droit de dicter votre propre vie. Quiconque vous fait du mal, vous pouvez le mettre en toute confiance à la porte, partir la tête haute, et ne jamais avoir à vous soucier de la façon dont vous survivrez demain. L'argent ne peut pas acheter le véritable amour, mais il achète la dignité, il achète la sécurité et il achète le droit de choisir comment les autres vous traitent. La plus grande vengeance contre ceux qui vous ont trahi et piétiné n'est pas de se noyer dans la haine. Ce n'est pas de se transformer en un démon de sang-froid. La vengeance la plus parfaite est de vivre une vie si brillante, si réussie et si heureuse que ces gens, même s'ils se mettaient sur la pointe des pieds jusqu'à se casser les jambes, ne seraient plus jamais dignes de toucher l'ourlet de votre robe. Laissez-les rester dans la boue, regardant le sommet de votre gloire avec un regret tardif et une amertume profonde. Mes chers amis, les femmes qui lisent mon histoire, si quelqu'un d'entre vous se trouve dans une situation où vous êtes trahi, opprimé ou méprisé par votre belle famille, j'espère que vous n'abandonnerez jamais. Permettez-vous de pleurer. Mais quand vous aurez fini de pleurer, essuyez vos propres larmes. Levez-vous, mettez votre rouge à lèvres rouge le plus audacieux, portez vos plus beaux vêtements et mettez-vous au travail pour gagner votre propre argent. Construisez un bouclier impénétrable avec vos deux mains et votre propre esprit. L'adversité n'est pas née pour nous détruire. L'adversité est née pour nous forger en nos êtres les plus forts et les plus rayonnants. Il est tard dans la nuit, mais les lumières de la ville de Paris brillent. Encore. Mon histoire se termine ici. J'espère qu'à travers les tempêtes qu'Eliane a endurées, vous trouverez un peu de motivation, un peu de force pour prendre le contrôle de votre propre vie. N'oubliez pas de laisser un commentaire, partageant vos pensées.
Aimez et abonnez-vous pour que nous puissions continuer à diffuser des valeurs de vie fortes et positives dans les prochaines histoires. Au revoir, et je prie pour que chaque femme dans ce monde trouve toujours le lever de soleil le plus brillant après les tempêtes de la vie. À bientôt. Passez une nuit paisible.